On démarre. C'est parti. Ah, comme ça, si je vais organiser ça. Hop. Donc là, il y a les question and answer. On va clore ce con. Ok. Allez, là, c'est parti. Donc on est ensemble pour minimum, on est normalement une petite heure, 1 heure et demie. L'objectif, c'est de vous présenter le démarrage du e-commerce, tout l'écosystème du e-commerce. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de e-commerce et on va voir que l'e-commerce, ça englobe beaucoup de choses et que ça peut être très facile de démarrer. Ce qui est plus difficile, ça va être de maîtriser tout l'écosystème pour que ça devienne une vraie activité rentable. Mais vous allez voir que de démarrer, c'est très simple. L'objectif là, c'est que je vous explique vraiment tout l'écosystème autour, les différentes manières, les plus grosses manières de gagner de l'argent sur Internet, parce que bon, de gagner de l'argent sur Internet, il y en a beaucoup. Mais là, l'objectif, ça va être de vous montrer voilà, les différentes grosses manières, comment elles s'articulent et surtout, ce dont on va se rendre compte très vite, c'est que euh, toutes les activités, j'ai juste à fermer la porte parce que sinon, hop, on va entendre que les deux derrière qui parlent. Vous allez vous rendre compte que toutes les activités, peu importe votre activité e-commerce e-commerce, donc sur Internet, au final, on va revenir sur les mêmes skills, les mêmes, comment on dit en français, des aptitudes, les mêmes aptitudes. Donc, il faudra connaître les mêmes choses. Ok. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions ou les mêmes compétences. Merci Yacine. C'est ça. Les mêmes compétences. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, je garde le chat en live là à côté. Donc, je vais voir un petit peu vos questions. Posez-les dans le chat ou sinon vous les posez dans Q&A, les question and answers. Et comme ça, bah, je pourrais y répondre en direct. N'hésitez pas à me couper. OK. Allez, là. Donc, le principe du e-commerce, c'est tout ce qui se vend sur Internet. On va voir qu'il y a plein de choses différentes à vendre sur Internet. Il n'y a pas que des produits, il y a plein de choses différentes à vendre sur Internet. Mais à partir du moment où c'est une vente qui se fait en ligne, on va partir du principe que c'est du e-commerce. Euh, donc, les intérêts principaux du e-commerce, ça va par rapport à des business physiques, hein, ça va être que vous allez avoir des clients qui sont illimités. Quand on dit des clients illimités, on pense à toute la notion de scaling. Donc le scaling, c'est la base du e-commerce qui fonctionne bien. C'est-à-dire que quand on a, par opposition à un commerce pignon sur rue ou une activité dans la vie réelle qui ne passe pas du tout par Internet, à partir du moment où vous avez une activité dans la vie réelle, il peut y avoir certaines limites, des limites de production, des limites de réalisation en termes de temps, des limites géographiques, etc., etc. Le scaling, c'est quoi le scaling? On va en parler tout de suite. Le scaling, les clients sur Internet, ils sont illimités. Donc le scaling, qu'est-ce que ça va être? C'est une notion qui va être très importante. C'est à partir du moment où on va trouver quelque chose qui fonctionne, on va pouvoir tourner les boutons de la machine pour que ça fonctionne beaucoup plus à plus grande échelle. C'est ça le fait de scaler. Par exemple, et on va le voir après, on va bien détailler tout ça. Vous allez voir, par exemple, j'ai une publicité qui fonctionne bien, elle est rentable. Derrière, j'ai pas de problème d'approvisionnement ou de délivrabilité de mon produit, que ce soit un produit physique ou un produit digital ou autre. Donc, du coup, je vais pouvoir augmenter cette publicité. Plus je vais augmenter ma publicité, plus je vais augmenter mes ventes sans dégrader ma marge. C'est même en l'améliorant. Donc ça, c'est la notion de scaling pour répondre à la question. La capacité la capacité à supporter une augmentation de clients. Ok, pourrait-on avoir le diapo à la fin? Ça, on va voir avec Sofiane tout ce qu'on peut vous mettre à disposition rapidement. D'accord? Alors là, on va essayer de vous mettre des choses à disposition rapidement. Le front-end et le back-end. On va voir que ça, c'est aussi un des principes du e-commerce. Quand je dis un des principes du e-commerce, c'est que euh, dans l'activité e-commerce, vous allez toujours voir ce qui se passe. On va dire que le front-end, c'est la partie visible de l'iceberg. D'accord? C'est ce que voit le client. Ce que voit le client, il va voir un site internet, il va voir une chaîne YouTube, il va voir une boutique e-commerce, il y a quelque chose sur lequel il va arriver. Ça va être une interface pour lui et il va voir toute votre activité
Pour tout ce qui va, tout ce qui est visible pour le client, ça s'appelle le front-end. Ce qui est très important en e-commerce et ce qui est le plus important, c'est même pas très important, le plus important, c'est le back-end. C'est toute la machinerie qu'il y a derrière, qu'il y a en coulisses. Parce que c'est cette machinerie-là qui va ramener de l'argent. D'accord. On va comprendre après pourquoi dans le détail. La mailing list, donc ça c'est le principe du e-commerce aussi. La mailing list, c'est une relation longue avec le client. La mailing list, c'est ce qui permet de garder le lien avec le client quoi qu'il arrive. Vous savez, vous êtes inscrit un jour sur un site il y a 10 ans, un site de rencontre ou je ne sais quoi, hop, bah vous recevez tout. Un jour, vous avez beau vous désabonner, etc., etc. Un jour, ils vont vous renvoyer un nouveau mail. Un jour, ils vont vous relancer. Un jour, donc, à partir du moment où une personne a votre email, parce que l'adresse, vous pouvez déménager, le numéro de téléphone, vous pouvez changer. Il y a plein de choses que vous pouvez changer. Vous pouvez changer de compte Facebook, vous pouvez changer de plein de choses. Mais par contre, en général, une adresse mail, on la change très rarement. Et donc, du coup, on va voir que la mailing list, ça va être notre fil conducteur sur le e-commerce. De la même manière, alors il y a sûrement peut-être des commerciaux qui travaillent, hein, je ne sais pas, vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous faites dans le chat, hein, pour vous présenter un petit peu, et puis pour dire ce que vous attendez aussi de la présentation. Cette présentation-là, moi, je la fais pour vous, donc c'est à vous de me dire un petit peu ce que vous souhaitez savoir, et si vous avez des questions, de les poser pour que ça soit vraiment dynamique et, je ne sais plus comment on dit, interactif. Euh, donc, c'est la même quel est le meilleur moyen pour créer un site de vente de création artisanale, soi-même ou autre, etc. Donc ça, on va en parler un peu plus tard. Il y a des diapos pour ça. J'aimerais créer un produit et le vendre sur Internet. Ça, on va en parler un petit peu aussi. On va en parler de ça. Il faut garder cette question-là. Donc là, le principe du e-commerce par opposition au commerce classique, imaginons on a une sandwicherie ou n'importe quel commerce de proximité, pignon sur rue, ou qu'on ait un gros commerce, là, les vraies différences, ça va être celle-ci. C'est-à-dire que on va avoir une mailing list qui va nous permettre de maintenir une relation longue avec le client. Et surtout, bah, le client, il a l'impression il voit que la partie apparente de l'iceberg, mais en réalité, c'est toute la machinerie derrière qui est très, très importante. Ok. Alors, les différents types de e-commerce. Donc, il y a la vente de produits, hein. J'ai vu dans les commentaires qu'il y avait des personnes qui souhaitaient qu'on parle un petit peu de ça. Donc, boutique en ligne. Et quand on parle de boutique en ligne, on va parler de boutique sur WordPress, sur Wix, soit avec le plugin, comment il s'appelle, WooCommerce, soit directement avec Shopify. En tout cas, de créer une boutique qui vend des produits. Ensuite, on va aussi, bah, il y a Amazon FBA, il y a eBay, il y a toute la partie dropshipping qui se rapporte un petit peu. Et puis après, vous avez toutes les marketplaces, Cdiscount, comment ça s'appelle, Darty, etc., sur lesquels vous pouvez proposer vos produits. Ça, c'est de la vente de produits. Ensuite, vous avez la digitalisation de boutiques physiques. Là, on est dans le cas d'une personne là, euh, qui a son activité, elle a son commerce, elle vend déjà des poteries, par exemple, et elle est très dépendante des touristes qui passent, et donc elle souhaite digitaliser son activité, être capable de vendre sur Internet, de se faire un nom, de faire un branding, etc., qui fait que elle va pouvoir décupler ses ventes et plus être tributaire du nombre de personnes qui passent devant sa boutique physique. Le jour où il y a le Covid, elle ne peut plus vendre. Le jour où il y a un peu de pluie et que les touristes ne se déplacent pas, elle ne peut plus vendre. Donc voilà. Il y a la vente de formations et de produits digitaux de manière générale. Quand on dit vente de produits digitaux, c'est-à-dire vente de produits téléchargeables. C'est-à-dire il n'y a pas de produit physique. Soit c'est un produit téléchargeable, ça peut être un logiciel, ça peut être une formation, ça peut être quelque chose qui est téléchargeable, un e-book, n'importe. À partir du moment où c'est vendu et que ça n'est pas un produit physique, c'est un produit digital qui est téléchargeable, transmettable d'un ordinateur à un autre, on parle de produit digital. Ensuite,
L'autre point, c'est l'affiliation. Donc ça, c'est une autre manière de gagner sa vie. Alors, typiquement, l'affiliation, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, je crée un super site sur le régime cétogène. Voilà, je connais pas particulièrement ce régime-là et je fais pas du tout régime. Mais imaginons que voilà, vous créez un site sur, je sais pas quoi, le mal de dos. Ok? Vous avez créé un site sur le mal de dos et le site, vous êtes très bon en référencement. Alors on va aller un petit peu dans le détail du référencement un peu plus tard, mais le référencement, c'est lorsque quelqu'un tape une requête sur Google, comment ne plus avoir mal au dos, il va tomber sur votre site. Et donc du coup, votre site va faire du trafic et sur votre site sur lesquels les personnes viennent trouver une information utile, donc, ils ont mal au dos, vous allez leur expliquer comment faire des étirements, quoi manger pour plus avoir mal au dos, des anti-inflammatoires naturels pour le mal de dos, etc., etc. Vous allez leur donner plein d'informations qui sont liées à la niche que vous avez ciblée. D'accord? Donc, vous allez générer du trafic. Et comme les personnes viennent à chaque fois qu'elles ont mal au dos, elles scrollent bien, elles restent longtemps sur votre site, etc., etc., votre site il va être bien référencé. Et donc, comme vous avez du trafic, vous allez pouvoir proposer des produits de quelqu'un. D'accord? Donc, vous avez par exemple, vous avez un site de mal au dos, qui traite du mal de dos. Vous allez pouvoir proposer par exemple des chaises ergonomiques. OK? Et donc, vous allez dire, euh, le meilleur moyen pour ne plus avoir mal au bureau, c'est d'avoir une chaise ergonomique. D'ailleurs, on a fait un comparatif. Voilà les 3 meilleures chaises ergonomiques du marché. On les a testées. Et là, vous renvoyez vers des boutiques de personnes qui vendent ces chaises ergonomiques. Et à chaque fois, donc il y a une histoire de lien d'affiliation. Donc à chaque fois que le site de chaises ergonomiques va faire une vente à partir de votre site, c'est-à-dire c'est une personne vous lui envoyez du trafic de chez vous directement sur sa boutique via votre lien et la personne qui est partie sur sa boutique a acheté dans une certaine période, 30 jours, 180 jours, 7 jours, peu importe. D'accord? Donc, dans une certaine période, on sait détecter avec des trackers que c'est cette personne-là, la première fois qu'elle est venue, c'était via ce lien-là, et elle est partie, elle a acheté sur le site du vendeur de chaises. Et donc, le vendeur de chaises, comme vous lui avez apporté un client, va vous rétribuer, c'est ce qu'on appelle l'affiliation. Et donc ça, on peut le faire avec tout type de produits, que ce soit des produits physiques, des produits virtuels. D'accord? Vous allez promouvoir une formation à quelqu'un, bah, vous allez prendre si la personne arrive à vendre ses formations avec les personnes que vous leur avez envoyées, il va vous donner une marge. Si vous arrivez à promouvoir des produits, etc., etc. Et en général, donc c'est soit des influenceurs. Donc on va dire que l'influenceur, ça joue un peu sur l'affiliation, mais c'est pas tout à fait parce que les influenceurs, ils prennent pas une marge sur le produit. Ils prennent, les influenceurs, ils sont plutôt liés à de la publicité. C'est-à-dire, c'est du one shot, mais par contre, ils prennent pas des marges sur chaque produit. L'affiliation, on prend une marge sur chaque produit vendu. Ensuite, il y a tout ce qui va être offre de service sur Internet. Et quand on dit offre de service, ça va être par exemple, vous allez travailler sur 5euros.com et vous allez être rédacteur d'articles. Donc moi, quand je vais faire comment ça s'appelle, un nouveau site, bah, je vais pas m'amuser à taper toutes les pages du site. Donc, je vais faire appel à un rédacteur qui va évaluer, soit il va être payé au nombre de mots, soit on va se mettre d'accord sur le volume total du site. Et donc, il va écrire toute la partie textuelle du site contre de l'argent. Par exemple, vous avez demain un nouveau site à faire, vous voulez dupliquer un site existant, vous allez payer quelqu'un. Donc tout ça, c'est des freelances qui travaillent à distance, des offres de services. D'accord? Donc ça, c'est une des grosses activités aussi en e-commerce, avec de la visibilité, etc., etc. Donc je vous parle de tout ça, donc de toutes ces activités, que ce soit vente de produits, vente de produits physiques, hein, que ce soit une boutique ou que ce soit de la digitalisation, vente de formation, de l'affiliation ou du travail à distance, on va voir que tout ça, ça va être dans le même écosystème et c'est ça l'objectif de cette réunion-là, de ce webinaire, c'est de vous expliquer
comment fonctionne ce système global du e-commerce. Une fois que vous aurez compris ce système global du e-commerce, ce sera plus facile de choisir entre telle ou telle activité. D'accord? Donc, je vais regarder un petit peu les questions. On a merci pour les questions. Serait-il possible de partager la stratégie et le ciblage de produits, gestion de la logistique, comment gagner en visibilité sur le marché? Merci beaucoup. Ok, ça, on va regarder ça tout à l'heure. Lubna, il faudra regarder quand on parlera de la partie publicité, publicité, ciblage, etc. Je vais reparler de ça. Donc ensuite, hop, excusez-moi, je vais juste éteindre le téléphone. Couper plutôt. Le son n'est pas top, je trouve. Est-ce que les autres, il y a un problème de son aussi? Dites-moi tout le monde si vous avez un problème de son. Si vous avez un problème de son, je vais changer les écouteurs. Le son fonctionne bien pour moi aussi. Ok. Les cours, les codes promo, ils prennent une marge dessus, non, les influenceurs. Je viens de finir mes études de journalisme, donc je peux écrire vos articles, les amis. Ok. Donc il y a Yacine qui fait de la publicité si vous voulez, si vous avez besoin d'un copywriter. Donc après, on va parler de copywriter, etc. Donc il y a les rédacteurs et les copywriters, c'est deux métiers complètement différents. Le rédacteur, il écrit des articles, du texte. Un copywriter, il va écrire des pages de vente. C'est-à-dire dans sa manière d'écrire, c'est orienté vente. Donc c'est très très spécifique comme métier. Pouvez-vous nous parler de votre parcours, etc. Bon, moi, mon parcours, vous verrez sur le site à la fin, je vous mettrai mon site internet, vous pourrez aller le voir. Mon parcours il est très simple. J'ai passé 15 années dans l'industrie et après j'ai décidé à des postes plutôt très bien. Et après, j'ai décidé de quitter tout ça pour changer de vie. Voilà. Et donc, du coup, je me suis mis un petit peu sur l'e-commerce il y a quelques années de ça et ça a plutôt bien fonctionné. Et voilà. Donc, du coup, je vous fais part de mon expérience. Voilà, mais les écouteurs CM, code promo, cours, etc. Non, ils prennent marge dessus, c'est des influenceurs. Ok. Je réalise mes créations, je manque de visibilité. Comment je réalise mes créations et je manque de visibilité? Ça, on va le voir tout à l'heure dans la publicité. Salam, vous nous parler de votre parcours. Ok, bon, on a fait le tour à peu près des questions. Ça marche. Hop, on continue. Hop, pardon. Hop, voilà, différents types d'e-commerce. Le tunnel de vente. Et là, donc là, c'est une des étapes enfin une étape. Le tunnel de vente, alors c'est pas, on dit tunnel de vente en français, mais en anglais c'est funnel. C'est un entonnoir, d'accord? Donc il faut avoir cette vision d'entonnoir. Donc un entonnoir, on met plein de choses en haut, et après, au fur et à mesure, il y a de moins en moins de personnes. Jusqu'en bas, il y a très peu de personnes. Donc on va mettre 10 000 personnes en haut, et à chaque étape, on va en perdre 50%, 50%, 50%, jusqu'à la fin, il reste le pur jus. D'accord? Donc là, on parle d'un entonnoir. Donc quand on fait un entonnoir, au début, on a besoin de mettre beaucoup de personnes dans cet entonnoir et d'attirer les personnes dans cet entonnoir. D'accord? Donc ça s'appelle l'acquisition. Donc on va toujours parler de site internet là. Donc le dénominateur commun à toutes les activités que je vous ai montrées, c'est à un moment ou à un autre, on va passer par un site internet parce qu'on est sur internet. Donc on va chercher à faire de l'acquisition de clients. Donc de l'acquisition de clients, ça va être du trafic sur le site, des personnes qui viennent et qui visitent le site. Donc pour vous attirer, on va toujours essayer de vous proposer quelque chose. D'accord? La personne qui essaie de vous vendre quelque chose, elle va toujours essayer de vous proposer quelque chose. Une valeur ajoutée, quelque chose. Donc, ça va être soit une formation gratuite, ça va être comment ça s'appelle, un e-book, un machin. Et on va vous proposer quelque chose. Ce quelque chose, il a deux fonctions. La première, ça va être bien sûr de vous attirer en tant que visiteur sur le site. Et on va voir après que une fois que vous passez sur le site, vous êtes traqué pendant un certain temps. Et la deuxième, c'est d'avoir votre email très vite. OK? Donc, on va voir après la puissance de l'email. Donc, en acquisition, on va avoir plusieurs canaux d'acquisition. Le plus connu, bien sûr, c'est la publicité, de faire de la publicité. On va voir qu'il y a plusieurs régies publicitaires. Donc, il y a Facebook Ads qui englobe Facebook, Insta, WhatsApp.
Il y a YouTube, il y a la régie Google qui intègre Google, le réseau de recherche. Donc, quand vous tapez des mots-clés, il y a le Google Display. Quand vous allez sur un site et qu'après vous allez sur Le Bon Coin, bah, vous voyez la publicité du produit que vous avez vu sur AliExpress mais que vous n'avez pas encore acheté. Ça, c'est le réseau Display de Google. Ensuite, bah, vous avez YouTube, par exemple. Les YouTubeurs, quand ils vous font comment ça s'appelle, une vidéo sur YouTube, bah, à la fin, systématiquement, ils vont vous proposer quelque chose. Il va y avoir une proposition de valeur, ok, une proposition de continuer sur autre chose. Mais le plus ils font de vues, le plus ils ramènent de monde dans l'acquisition. Ça fait partie, c'est la toute première étape du tunnel de vente. D'accord? Il y a le mailing. Le mailing, donc quand je parle de mailing, c'est vraiment du spam. C'est-à-dire que vous avez des spammers professionnels qui vont envoyer 500 000 emails par jour sur un sujet. Et donc, bah, sur les 500 000, vous allez peut-être en avoir une certaine partie, hein, je vous dis quelque chose de manière arbitraire, vous allez peut-être en avoir 20 000 qui vont se rediriger vers le site. 20 000 personnes qui se redirigent vers un site, ça y est, on peut considérer qu'elles ont eu un intérêt pour ce site-là. Et donc, du coup, on va pouvoir, ou pour cette activité-là, donc du coup, on va pouvoir les traquer, on va pouvoir réutiliser ces personnes-là, etc., etc. Les e-books offerts, là, on parle de lead magnet, c'est un aimant à prospect. C'est-à-dire, on va aller chercher le prospect, chercher le client potentiel avec une valeur ajoutée. D'accord? Et donc, systématiquement, on va essayer de fournir du contenu à forte valeur ajoutée ou de proposer une offre de valeur. D'accord? Ça, c'est très important. Parce que dans l'entonnoir, si les personnes que vous voyez, qui vous voient pour la première fois, vous leur racontez des bêtises qui sont absolument inexploitables, qu'elles ont l'impression de perdre leur temps, elles vont vous squeezer en fait, elles vont perdre la confiance très vite. Et une fois que vous avez perdu la confiance d'un prospect, c'est terminé, vous la rattraperez plus. Donc l'objectif là, dès l'acquisition, dès le début de l'acquisition, quand on est tout en haut du tunnel, hein, on se rappelle de l'entonnoir, quand on est tout en haut de l'entonnoir, c'est de donner vraiment de la valeur. Là, on va parler aussi de casser une barrière forte, par exemple. On va le revoir un petit peu plus tard, mais l'objectif, c'est de faire passer les clients, les prospects d'une étape à l'autre du tunnel de vente. D'accord? Donc, imaginons, vous voyez une première fois une publicité sur YouTube, une vidéo sur YouTube d'une personne qui fait je ne sais quelle activité. Vous voyez une fois, vous voyez deux fois, puis vous vous abonnez à la chaîne, et puis vous voyez, et puis systématiquement, il vous donne du bon contenu. À chaque fois, bah, vous attendez son contenu, etc., etc. Donc, vous êtes déjà de la première fois où vous l'avez vu, peut-être que vous l'avez vu avec une publicité ou peut-être que son contenu, il vous a été promu par YouTube, donc vous ne le connaissiez pas. YouTube vous l'a proposé, c'était la toute première étape. Deuxième étape, vous avez regardé une des vidéos. Là, vous allez regarder une deuxième, une troisième, une quatrième. Un jour, il va vous proposer une offre de valeur qui vient casser une barrière pour vous. C'est-à-dire que vous avez un problème concret et il vous propose de le résoudre gratuitement. Il vous suffit de donner son email ou quelque chose. Donc, vous allez vous inscrire à sa formation gratuite, vous allez vous inscrire vous allez donner votre email, et derrière, il va vous faire passer, hop, dans sa mailing list. Une fois que vous avez fait passer dans la mailing list, il va vous envoyer du contenu, du contenu, du contenu, et on va bien voir avec les ouvertures des emails, etc. Est-ce que vous ouvrez systématiquement l'email ou pas? Est-ce que vous regardez le contenu, etc., etc. Et il va vous faire des propositions d'achat. D'accord? Donc, une fois qu'il a gagné votre confiance et que vous êtes très à l'aise avec cette personne-là, à un moment ou à un autre, vous allez pouvoir acheter. Donc, on va voir que les tunnels de vente, il y en a des milliers. Là, je vous en ai donné un exemple, mais il y en a des milliers de tunnels de vente. D'accord? Et l'objectif, c'est toujours de faire passer les clients d'une étape à une autre, à une autre, à une autre, de prospect froid à prospect chaud. Déjà, ils vous connaissent pas, ils vous connaissent. Ensuite, ils vous connaissent, c'est des prospects, ils s'intéressent. Des prospects froids, pourquoi pas. Une fois qu'ils s'intéressent un petit peu plus, ça devient des prospects chauds. Une fois que ça devient des prospects chauds,
on leur propose du contenu payant et donc du coup, là, ils passent en client. D'accord? Donc, on a réussi à les faire passer de « ils nous ont jamais vus » à « ils nous voient pour la première fois » à « on les fait avancer, etc. jusqu'à ce qu'ils achètent. Et vous allez avoir ce fameux tunnel de vente où au début, vous allez mettre 10 000 personnes et il va vous rester après derrière, sur les 10 000, il va peut-être vous en rester 50. D'accord? Je dis des choses de manière des chiffres de manière complètement arbitraire. Donc voilà, donc gagner la confiance et je vous avais mis aussi évacuer les touristes parce que il y a des personnes qui veulent que du gratuit. Ok? Donc ces personnes-là, elles vont avoir une partie de l'information. Elles auront une partie de l'information gratuite, toujours. Mais à partir du moment où on veut vraiment faire les choses, il y a un moment où il faut quand même payer la compétence. Et ça, c'est valable dans tout. C'est pas valable que sur Internet. C'est valable dans tout. Alors demain, vous allez faire un diagnostic automobile, vous avez un voyant qui s'allume, vous allez faire un diagnostic automobile. Bah voilà, peut-être que Renault va vous faire le diagnostic ou Peugeot ou je ne sais qui va vous faire le diagnostic offert. Ils vont vous dire bon bah très bien, nous on fait le diagnostic offert. Et par contre, il y a un moment, bah, si vous voulez faire les réparations, bah il faut quand même payer. D'accord? Donc voilà pour cette slide. Je vais regarder un peu les messages, où est-ce que vous en êtes. Pouvez-vous nous parler de ça, on l'avait vu tout à l'heure. Moi, c'est bon le son. Je veux vendre en ligne, mais je ne sais pas par où, par quoi commencer. Wix PrestaShop. On va regarder tribunal de commerce. On va regarder tout à l'heure. Merci Yacine d'avoir lancé. Le son n'est pas high quality, mais on entend et on comprend ce que vous dites. Ok. Est-ce que vous voulez que j'essaie de changer de son? Ok, donc là, je vois qu'Yacine, il est très actif sur le chat. Hein. Hop. Vous allez me dire si vous m'entendez mieux comme ça. On va retirer les AirPods. J'ai changé d'écouteur. Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que vous pouvez me dire dans les messages non, on n'entend pas mieux? Ah bah c'est un problème ça. On entend mieux mais un peu loin. Ah bah, à mon avis ça doit venir de la connexion. On entend moins bien. Non, c'est pire. Ok, d'accord. Bon, je remets les AirPods. C'était mieux avant. Ok. Alors, je remets les AirPods. Non, c'est pas ici. C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est là. AirPods. Ok. Donc là, c'est mieux. Ok. Alors, on parlait de ci, de ça. Non, on redescend. Donc, les tunnels de vente. Ok. Un exemple de tunnel de vente. Une vidéo YouTube gratuite. Ensuite, la personne à la fin de la publicité, de la vidéo YouTube, elle vous propose une formation offerte ou un e-book. Elle récupère les emails. Elle vous fait du mailing avec une offre de valeur ajoutée où ils vont filtrer les touristes qui ne veulent pas acheter. Ensuite, proposition d'achat d'un premier produit à prix attractif. Ça fait partie aussi du tunnel de vente. C'est-à-dire que pour évacuer les touristes, dans les tunnels de vente classiques, ils vont faire une première formation, une vraie formation qui coûte normalement un gros prix, mais qui va être proposée à un prix tout à fait attractif. En général, ça va être 7 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, n'importe. Mais ça va être un vrai prix attractif. On ne va pas vous proposer directement une formation à 1000 euros. Alors, il y en a qui arrivent à en vendre, hein, et c'est qu'ils ont déjà fait le travail avant. Ils ont déjà fait le travail avant, en fait. Et ensuite, une fois qu'on a vendu le premier produit à un prix attractif, on monte euh, sur d'autres euh, sur d'autres produits où on apporte une récurrence avec une fidélisation.
une fidélisation avec proposition d'achat, par exemple, de formations plus chères ou d'autres formations ou des packs. Et l'objectif, on va le voir, l'objectif principal du e-commerce, c'est de faire des ventes régulières. D'accord? On parlait du back-end. En tout début, je vous parlais du back-end. Le back-end, c'est ce qui va vous permettre de faire des ventes régulières et de fidéliser les clients. La confiance. Donc ça, là, je vais vous parler un petit peu du phénomène de vente. D'accord? En général, pour acheter quelque chose, ça c'est une statistique, il faut avoir au moins eu 5 à 12 contacts avec le produit ou avec la personne avant d'acheter. Alors, je ne sais pas si cette statistique-là, elle vous parle ou pas, mais typiquement, vous voulez acheter, vous voulez changer de voiture, ben, il faut que vous la voyez. Alors, pour ceux qui achètent des voitures neuves, une fois, vous allez la voir à la télé, une autre fois, vous allez entendre parler à la radio, une autre fois, vous allez voir une affiche sur un encart publicitaire, une autre fois, vous allez la voir dans une publicité dans un magazine, une fois, ben, ils vont vous cibler que vous êtes intéressé, et donc, du coup, vous allez avoir des pubs Facebook qui vont tomber, etc., etc. Et un jour, ben, il va y avoir comment dire, une familiarité avec le produit. D'accord? Et on fait confiance à ce qui nous est familier. Donc, le gain de confiance par la répétition et l'habitude. Par exemple, là, j'avais mis chaîne YouTube et vente privée. Par exemple, sur vente privée, on n'a rien à acheter parfois, mais on a l'habitude d'y aller et donc du coup on va ouvrir vente privée et on va regarder, bon, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a des personnes qui passent leur temps sur le bon coin quand elles n'ont rien à faire. Une chaîne YouTube, une fois qu'on a eu l'habitude de suivre une chaîne, qu'on a eu l'habitude de suivre ou un Instagrammeur ou autre, ben, on attend son contenu parce qu'on sait à quoi on va s'attendre et on a cette habitude-là. Et limite, ça va encore plus loin en fait. Normalement, les chaînes YouTube, les vidéos, elles sont regardées à peu près au même moment. Donc, il y a un phénomène d'habitude et de répétition qui se met en place. Jamais de la vie, enfin c'est très rare, sauf des acheteurs compulsifs, vous allez leur proposer un produit, quel qu'il soit. À chaque fois que je vais parler de produit, ça ne veut pas dire produit physique forcément. Ça peut être produit physique, virtuel, n'importe quoi. Une proposition d'achat. Vous allez leur faire une proposition d'achat. Le pourcentage de personnes qui va acheter à la première vision du produit, elle va être extrêmement faible. Combien de fois vous voyez des pubs qui passent tout le temps sur votre fil d'actualité Facebook? Ben, même quand il y a un produit qui vous plaît et qui a l'air waouh, vous allez cliquer dessus, vous allez regarder un peu la vidéo, etc. Mais vous n'allez pas acheter tout de suite. Par contre, si vous voyez cette pub sur Insta, sur Snap, sur YouTube, sur Facebook, et que vous voyez que c'est toujours la même marque, toujours le même produit, ben là, tout de suite, vous allez dire, ah, c'est des gens qui reviennent là. C'est quoi? C'est une nouvelle marque qui est en train de monter, c'est quelque chose. Il y a une relation de confiance qui est en train de se mettre en place. D'accord? Une fois que cette relation de confiance s'est mise en place, il y a aussi d'autres éléments qui viennent s'ajouter à ça, notamment la preuve sociale. Donc, je vous conseille vivement, je pourrais vous conseiller suffisamment fortement de lire Influence et manipulation de Robert Cialdini. Vous allez voir tous les biais cognitifs qui sont liés à la vente. Et un de ces biais cognitifs est la preuve sociale. Et donc, il y a énormément d'expériences qui montrent que lorsque le produit vous est présenté par une personne qui vous ressemble, qui a les mêmes centres d'intérêt que vous, qui est habillée de la même manière que vous, etc., ou en tout cas une personne à qui vous faites confiance, le titre et l'autre, s'il te plaît, c'est influence et manipulation. Et manipulation. Donc c'est ça le titre. Donc une fois, donc j'en étais vous allez avoir beaucoup plus tendance à acheter soit à des personnes qui vous ressemblent, soit à des figures d'autorité. Donc les figures d'autorité, ça va être qui? Ça va être, par exemple, vous voyez une publicité pour du dentifrice, Oral-B, là, avec McLevy, j'y pense, par exemple. Vous voyez cette pub-là pour du dentifrice ou pour des nouvelles brosses à dents.
ils apportent un dentiste avec sa belle blouse blanche qui vous raconte son speech de dentiste. Et donc, comme il a sa blouse blanche, etc., naturellement, on a envie de plus l'écouter. Vous avez peut-être l'impression que c'est du pipeau et que vous ne tombez pas dans le panneau. Si vous voyez les statistiques, sans la blouse blanche, il y aurait 20% et avec la blouse blanche, il y aurait 80%. Il n'y a pas photo sur cette statistique. Donc ça, c'est la figure d'autorité. D'accord? Ensuite, il y a la preuve sociale, où par exemple, ils vont faire des micro-trottoirs et ils vont vous montrer des personnes qui vous ressemblent, qui ont acheté le produit et qui vont vous dire ah oui bah je l'ai acheté la dame qui sort avec son caddie du supermarché ah oui j'ai acheté le même produit il est très bien bah je l'achète toujours maintenant hop en fait ça influence la notion de confiance et donc la notion de vente. L'intérêt des influenceurs dans ces mécanismes là, qu'est-ce que c'est que quand on a un influenceur, c'est un peu une figure d'autorité et c'est un peu une preuve sociale. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a testé tellement de produits que quand elle dit je teste ce produit-là, bah, c'est qu'il est bon, donc on lui fait confiance. Déjà, on a l'habitude de le suivre. De deux, quand elle teste des produits, en général, elle les teste bien, elle nous dit quand les produits sont bons ou sont mauvais, donc du coup, on peut lui faire confiance. Et de trois, il y a aussi la preuve sociale, à savoir, si elle l'a acheté, c'est bon pour elle, donc c'est bon pour moi. Ok? Donc, pourquoi ça fonctionne aussi bien les influenceurs quand on a des sites en drop ou autres? C'est parce qu'il y a un transfert de confiance qui se fait instantanément. Vous, si vous présentez la même publicité, le même produit à la personne ne l'achètera pas, mais parce que c'est un influenceur qui vous l'a présenté et parce qu'il y a tous ces éléments là derrière, vous aurez beaucoup plus tendance à l'acheter. C'est pour ça que quand on fait appel à un influenceur, on va le payer 800 000, 5 000, 10 000 en fonction de l'influenceur ou plus si c'est des stars. Et derrière, il va y avoir instantanément un volume de vente énorme parce qu'il y a ce transfert de confiance. Ok? Donc j'ai mis le transfert de confiance via les influenceurs, on en a parlé. Dans la confiance, il y a aussi la confiance après. Donc il y a la confiance avant. Donc là, on est déjà dans la notion de fidélisation du client. Il n'y a pas pire qu'un client déçu. Un client déçu, il n'y a pas pire. Il faut toujours rattraper les clients déçus. Par contre, pour pas qu'il soit déçu, on va toujours lui offrir quelque chose en plus. On va offrir, par exemple, vous savez, vous avez déjà commandé sur AliExpress ou n'importe où, vous allez recevoir le truc, ils vous mettre un petit truc en plus, ils vous mettre des fois un petit cadeau, etc. Ils vont vous mettre un petit porte-clés, un petit quelque chose en plus. Vous achetez une formation, il va y avoir quelque chose en plus. Vous achetez, ce qui fait que déjà, vous êtes déjà plus satisfait. Ah, il y a le petit cadeau en plus. Et derrière, fournir la meilleure expérience client dans tout ce qui va être SAV, etc. C'est-à-dire que le client, au début, il était peut-être limite, il a acheté, mais il n'était pas très sûr. Par contre, quand il a acheté, il voit qu'on s'occupe super bien de lui. Et ça, c'est des ventes derrière qui sont assurées. Alors, hop. Alors, je vais prendre les questions à la fin de la slide. Et ensuite, donc, donc dans la confiance, je parlais de créer une audience et une clientèle robuste. Par exemple, moi, quand j'achète sur Cdiscount ou j'achète sur Amazon ou sur Darty, par exemple, quand j'achète un produit électronique. Si il a le même prix sur Cdiscount et sur Darty, je préfère aller l'acheter à Darty. Parce que je sais que Darty, il n'y a pas de problème pour le service client. Je leur ramène le truc, il ne marche pas. Ok, il y a pas de, ils font pas de détails. Darty, c'était le contrat de confiance, ils en ont fait leur publicité, ils nous ont matraqué avec ça pendant des décennies et des décennies. Et quand je dis des décennies, c'est pas une façon de parler. Hein. Depuis les années 90, ils nous bassinent avec Darty le contrat de confiance à chaque fin de météo ou avant la météo. Donc il y a un moment où ça rentre. Et derrière, c'est vrai. Vous commandez une télé chez Darty, vous l'installez, la télé ne convient pas, vous les appelez, il y a un technicien qui vient et qui regarde qu'est-ce qui se passe avec la télé. Faites ça avec ces discounts, il n'y a pas. Donc là, il y a une clientèle robuste parce qu'on a fourni la meilleure expérience client. D'accord? Le client, il est content de A à Z. Quand il a acheté, il a bien reçu, on lui a proposé le produit dans un bon packaging, on l'a écouté, on a pris en compte son truc, on l'a informé de toutes les étapes, etc., etc. À aucun moment, il y a eu une frustration pour le client. À toutes les étapes, il était bien. Et même quand il y a quelque chose qui s'est mal passé, allô, oui, dites-nous, on va régler le problème tout de suite. Donc la meilleure expérience client pour derrière, soit créer ce qu'on appelle une audience, c'est-à-dire des personnes qui vont vous suivre
hein, qui vont vous suivre, qui vont vous faire confiance, même si ce n'est pas des acheteurs. C'est un volume de prospects. Ou créer une clientèle robuste, des personnes qui vous achètent de manière très, très régulière. Voilà. Et tout ça, ça passe par la confiance. Donc là, attends, je regarde un petit peu les messages, le type je remonte un peu, oui, c'est ça, Mehdi. Influence manipulation, c'est très intéressant, merci. Pour les marques de luxe, par exemple, ils mettent en évidence des gens, ils mettent en évidence des gens qui ne nous ressemblent pas forcément, mais on a envie d'acheter leurs produits à cause de de la notoriété de leur marque. Les marques, alors Sihem, quand une marque de luxe fait appel à une star, c'est pour l'identification. Ok, donc ça c'est un mécanisme qui est le B.A.B.A. comment ça s'appelle? Ah, l'autre c'est éteint, l'autre PC c'est éteint. Non. C'est le B.A.B.A. en comment ça s'appelle en publicité, c'est-à-dire que vous n'achetez jamais le produit, vous achetez ce que le produit va vous procurer. Ça c'est très important. Par exemple, ils vendent une bière aux États-Unis. À chaque fois qu'ils vont vendre une bière, ils vont pas vanter, oui, la bière est très bonne, la bière est la meilleure, etc., etc. Ils vont pas vanter ça. Ce qu'ils vont montrer, ils vont montrer une jolie fille, ils vont montrer une grosse voiture, ils vont montrer la personne qui est dans son jardin et qui est en train de siroter sa bière, etc. Ils vendent un moment, d'accord? Ils vendent une sensation. Ils ne vendent pas la bière. En fait, quand vous achetez la bière, vous allez vous sentir comme cette personne-là, avec la jolie fille à côté, avec la belle voiture, dans la belle maison, en train de siroter la bière au bord de la piscine. Donc, ils ne vendent pas la bière, ils vendent le moment. Quand vous regardez une publicité comment ça s'appelle, de voiture, ils vendent, regardez toutes les publicités de voiture, hein, c'est fini, hein, ils disent pas, oui, la voiture roule à 180 km/h, ils ne vendent jamais les caractéristiques de la voiture. Oui, elle roule à 180 km/h, elle est capable de soulever 3 tonnes 5, vous pouvez accrocher une remorque derrière, il y a tant d'habitabilité à l'intérieur. Non, ils vendent jamais ça. Ils vendent la sensation qu'on va avoir quand on sera au volant de la voiture. La sensation de sécurité pour sa famille, la sensation d'insonorisation quand on arrive dans la voiture et qu'on ferme la porte. Ah, j'ai fini ma journée, j'arrive, je suis dans ma voiture, j'ai mon moment à moi. Je mets ma petite musique, c'est le brouhaha dehors, mais par contre, moi, je suis dans ma bulle. Je vais vendre alors ils ne vendent plus trop la robustesse. À l'époque, ils vendaient la robustesse, etc., etc. On ne vend jamais le produit, on vend ce qu'on va ressentir avec le produit. Et donc, pour répondre à ta question, CM, quand on montre une star avec le dernier sac, avec la dernière montre, peu importe, c'est pour qu'on s'identifie à cette star, qu'on se dise, bah voilà, j'aurai la montre de un tel. Par exemple, la montre de James Bond, ça a été un best-seller. Euh, l'Aston Martin de James Bond, ça a été un best-seller parce que on s'identifie à la personne qui la porte. Faire rêver le client, bah, il faut le faire rêver, mais pas trop. Parce il faut le faire rêver, mais pas lui vendre du rêve. Il y a on a l'impression que c'est une nuance, mais c'est pas du tout une nuance. Quand on vend du rêve, c'est que la prestation ne sera pas au niveau attendu par le client. Là, ça, c'est vendre du rêve. Mais par contre, faire rêver le client, ça, c'est le faire imaginer. Alors, du coup, ça, si vous êtes intéressé par ce type de choses, je vous invite à lire des livres, hein, tout simplement, à lire et lire encore. Euh, mais notamment le livre de Tony Robbins, comment il s'appelle, Pouvoir illimité, changer de vie avec la PNL, dans lequel il explique comment identifier les personnes que vous avez face à vous. Quand vous avez un kinesthésique, donc les personnes qui sont plus dans le toucher, ben, il va chercher les sensations. Quand vous avez quelqu'un d'olfactif, il va plus chercher ça. Quand quelqu'un de visuel, il va plus chercher à ce que vous lui fassiez imaginer la scène, etc., etc. Donc, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est pas le sujet. Le sujet là, c'est de gagner la confiance du client, d'une manière ou d'une autre. Alors, je lis un petit peu les questions. Oui, c'est vrai, pour les stars, vous avez raison. Faire rêver le client, oui, c'est vrai. Oui, l'instrumentalisme, l'effigie, c'est comme la nouvelle marque de Bourbon lancée par les acteurs Vampire Diaries. On ne connaît pas le goût, mais tout le monde achète car ils s'identifient à eux. Ouais, voilà, exactement. Comme Starbucks, leurs cafés sont pas bons. On nous vend de ce café comme l'endroit pour travailler, pour être actif. Voilà, on vend
l'endroit comme étant l'endroit des bobos un peu stylé où on peut venir travailler avec son Mac, passer 3 heures, enfin même pas parce qu'au bout d'une heure il vous vire déjà si vous consommez pas. Mais en gros, voilà, boire son café à 10 euros là. Et voilà. Merci beaucoup, c'est très clair. Le rôle du logo Starbucks aussi. Oui, le logo c'est encore autre chose, c'est l'identification à la marque pour qu'elle puisse être comprise par le subconscient avant d'être comprise par le conscient. Si nous sommes les créateurs de sites en e-commerce, mais que nous ne gérons pas les relations entre clients et les vendeurs, comment gérer la confiance entre les clients? Il faut maîtriser sa chaîne logistique, hein. Si vous ne maîtrisez pas votre chaîne logistique, c'est un problème. Le langage, c'est un langage de code universel. Effectivement, on a fait le tour. La confiance, on passe aux régies publicitaires. Donc là, on revient un petit peu sur notre histoire de tunnel de vente. Et on va parler un peu de ces fameuses régies publicitaires. Comment ça fonctionne? Moi aussi, les gens doivent écrire que vous, le conférencier, il y a même des présents marketing à éviter, je pense, à croire que le produit ne sera pas disponible 3 jours que non, etc. etc. Bon, effectivement, après, il y a une éthique à avoir quand on vend des produits. Après, à chacun son éthique, mais effectivement, c'est mieux d'en avoir une. C'est mieux. Quand on sent la manipulation, c'est que la manipulation est mal faite. Elle est trop grossière. Elle doit être non sensible pour le client, sinon c'est raté, pour le prospect plutôt. Les régies publicitaires. Donc les deux plus grosses régies publicitaires aujourd'hui sont Facebook Ads et Google Ads. Facebook qui intègre Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp et le réseau display de Facebook Ads. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau display? Je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est des partenariats entre les grosses régies publicitaires et des sites qui vont présenter, des sites ou des applications qui vont présenter le contenu publicitaire il est déjà 20 heures. Waouh, ça passe très vite. Faut qu'on accélère un peu. Ils vont présenter le contenu publicitaire aux personnes ciblées directement sur les sites, avec un système de bannières, avec un système de voilà, principalement de bannières, d'accord. Et Google Ads qui va gérer donc Google, qui va gérer aussi, donc quand on dit Google, c'est à la fois le réseau de recherche, c'est-à-dire quand vous allez taper un mot-clé, quand vous allez taper des mots-clés, vous allez avoir les 3 premières lignes sponsorisé, 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 ou publicité, je ne sais plus comment c'est écrit, mais en tout cas, voilà, ça c'est de la publicité par rapport au réseau de recherche, c'est-à-dire des personnes qui ont payé pour être avant les résultats, être dans les premiers résultats, dans les résultats sponsorisés sur certains mots-clés. Par exemple, vous tapez, je sais pas, AirPods. Voilà, typiquement, j'espère que si vous tapez AirPods, vous allez avoir une publicité pour les deux, pour Apple. Et après, vous allez avoir 2, 3 publicités pour des sites en dropshipping qui vendent des AirPods, enfin, ou des copies de AirPods plutôt. Si vous tapez, bref, quoi que vous tapiez sur un thème, il y a un système un petit peu d'enchères sur lesquels Google va présenter votre site en fonction des mots-clés que les personnes tapent. Ça, c'est le réseau de recherche. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le réseau display. Donc, le réseau display de Google, c'est le plus gros réseau parce qu'ils ont une régie publicitaire qui est très ancienne. Donc, du coup, bah, leur, euh, leur publicité arrive sur énormément de sites, ont été implémentés sur énormément de sites. Donc, imaginons, vous avez un site sur le mal de dos et il y a des personnes qui cherchent à vendre des, je sais pas ce qu'il y a pour le mal de dos, des coussins gonflables qui redressent un peu le dos. Bah, eux, ils vont dire, ma publicité, je veux qu'elle arrive sur les sites de mal de dos. Si le site a une bannière qui appartient à Google, et ben à ce moment-là, votre publicité sera susceptible d'être présentée sur ce site-là. Mais pas seulement. D'accord? Donc le réseau display, il fonctionne à la fois comme ça, mais il fonctionne à la fois sur les intentions des personnes. Google vous connaît bien mieux que vous ne le croyez et Facebook aussi. Je crois qu'il y a une règle, c'est que en 5 likes
Facebook vous connaît mieux que votre, comment ça s'appelle, votre voisin de bureau. En 50 likes, il vous connaît mieux que votre conjoint. Et en 100 likes, il vous connaît mieux que vous-même. C'est-à-dire que Facebook sera capable de prédire vos réactions mieux que vous-même. Donc, c'est absolument hallucinant. Et Google, je ne vous en parle pas. Google, c'est encore pire parce qu'ils ont toutes vos informations. Le voyage que vous cherchez, ce que vous avez, où vous avez été hier, ils ont des bouts de discussion, ils ont tout, si vous avez un téléphone Android. Donc, à chaque fois que vous faites quelque chose, il faut, enfin, Google est au courant. Et donc, du coup, ils connaissent toutes vos intentions. Donc, vous pouvez à la fois cibler par le centre d'intérêt du site, c'est-à-dire proposer à la personne, je vais sur un site de mal de dos et on me propose des publicités pour des coussins gonflables qui vont me redresser le dos. Mais Google aussi sait que demain, bah, j'ai regardé comment ça s'appelle? J'ai regardé où j'ai dit dans une discussion quelque part que j'aimerais bien partir en thalasso. Et ben il va me proposer sur le site de mal de dos, il pourra me proposer aussi une thalasso en publicité parce qu'il sait que je suis actuellement en recherche d'une thalasso. D'accord? Donc supprimer les cookies de temps en temps ne sert pas à grand chose. Non, franchement, ouais, non, ça, c'est pas très, non, c'est pas très, c'est utile, mais ça va pas changer la face du globe. Je vais liker, je vais arrêter. Tiens, ça fait peur. Alors, même si vous likez pas, hein, je vois Salim qui dit j'arrête de liker. Même si vous arrêtez de liker, en fait, à partir du moment où quand vous scrollez, vous vous arrêtez sur une vidéo et que vous la regardez, en fait, rien que le temps de visionnage, ça apporte des informations. Quand celle-là, j'ai pas envie, celle-là, j'ai envie, rien que ça, vous n'avez même pas besoin de liker, en fait. Rien que la manière dont vous naviguez sur les sites donne énormément d'indications sur votre profil d'utilisateur. Sur ce que on va vous présenter plein de photos, plein de vidéos, etc., etc. Certaines qui sont dans votre cible, d'autres non, et on va regarder comment vous réagissez par rapport à votre, à ce qu'on vous présente comme contenu. Donc ça, c'est les deux grosses régies publicitaires. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Donc, ces régies publicitaires, qu'est-ce que j'ai mis après? Voilà. On va parler un petit peu plus dans le détail ensuite des régies publicitaires et à quoi elles servent. Elles servent bien sûr à faire de la publicité, c'est-à-dire à présenter votre produit ou votre service à des personnes. Et on va voir ensuite comment ça fonctionne derrière pour présenter le bon service à la bonne personne, le bon produit à la bonne personne. D'accord? Parce que plus vous ferez une publicité qui tape large, plus elle vous coûtera cher. Plus vous avez une publicité qui est ciblée, quand vous mettez la bonne publicité face à la bonne personne, elle vous coûtera moins cher. Et la publicité, c'est le nerf de la guerre de beaucoup d'activités sur Internet. Les analytics. Donc, qu'est-ce que c'est que les analytics? Les analytics, ça se rapproche un peu des cookies, etc. C'est tout ce qui va permettre de traquer votre activité sur les sites Internet. OK? J'ai mis tout en bas, pas de tracking égale pas d'optimisation égale pas de rentabilité. D'accord? Donc, les analytics, c'est tout ce qui va permettre à la fois de vous voir qui vient sur votre site, quelle est la typologie de personnes, etc., et de définir le plus précisément possible votre avatar client, de voir combien de temps les personnes restent sur votre site, est-ce qu'elles sont intéressées plutôt par telle page ou par telle page, est-ce qu'elles cliquent sur ce bouton ou elles cliquent jamais sur ce bouton, etc. Donc, vous allez avoir toutes les informations alors toutes les informations de votre site, c'est-à-dire qui est venu le voir, quand, à quelle heure, quand. Vous n'avez pas les informations de qui personnellement. C'est-à-dire, on ne sait pas que Mounir Telkas, alors, c'est pas ça. Google sait et Facebook sait que Mounir Telkas a été sur tel site, d'accord? Mais par contre, celui qui va essayer de me cibler avec une publicité, il sait juste qu'il y a un utilisateur de tel âge, de tel sexe, etc., qui a tel centre d'intérêt qui est venu sur son site via un mobile ou machin et qu'il était à tel endroit. Donc, il y a énormément d'informations quand même, hein. Mais par contre, il n'y a pas d'information nominative, c'est interdit par la loi RGPD et d'autres d'ailleurs. Donc ces analytics, ça va permettre à la fois de
comprendre les comportements des personnes sur votre site. À la fois, ça va permettre de comprendre quelle est la typologie de personnes qui vient sur votre site. Et on va voir que ces informations-là, elles sont très utiles pour pouvoir faire des audiences, du targeting et du retargeting. OK? Donc, les analytics, qu'est-ce que c'est? Donc, il y en a deux principaux et puis après, vous en avez d'autres. Une fois de plus, là, on va se focaliser sur les deux gros, hein, parce que là, on est vraiment sur sur un webinaire un peu en surface. Donc, le pixel Facebook, c'est un petit bout de code HTML qu'on ajoute, qui s'ajoute automatiquement sur toutes les pages. Il n'y a pas du tout besoin d'être programmeur pour installer ça. Que vous soyez sur WordPress, sur Shopify ou sur n'importe quel autre site, vous regardez sur Internet, il va y avoir un tuto en 2 secondes qui vous explique comment ajouter votre pixel Facebook sur votre site. Mais bon, il faut le créer avant. Et ce pixel Facebook, il va permettre de remonter toutes les informations à Facebook, comme je vous l'ai dit, quelle personne vient sur votre site, à quel moment, comment, d'où est-ce qu'elle est venue sur votre site, etc., etc. Ça va remonter énormément d'informations et surtout, pardon, ça va garder en mémoire ces personnes-là. Ok? Ça va les garder en mémoire pendant un certain temps, jusqu'à 540 jours sur Google Analytics, plutôt 180 jours sur le pixel Facebook. Mais à partir du moment où vous êtes passé sur un site, la personne va pouvoir vous faire une publicité ciblée juste pour vous. Elle va pouvoir, par exemple, vous faire un code promo juste pour vous parce que vous êtes venu 3 fois sur le site. Et quand vous êtes venu 3 fois, vous avez essayé d'acheter, et ben derrière, en fait, on va voir toutes les étapes. Ça va être très lié au tunnel de vente. Donc, on va voir, par exemple, il y a une personne qui est arrivée sur le site, elle est restée 3 secondes, elle est partie. Cette personne-là n'était pas intéressée par votre contenu. On va voir qu'il y a une personne qui est arrivée sur le site, elle est venue, elle est restée 3 minutes et elle a visité 3 pages différentes. Déjà, c'est un prospect un peu plus chaud. Donc celui-là, on va pouvoir le mettre dans une fameuse audience. Donc, vous voyez la deuxième ligne, audience. On va pouvoir se dire, toutes les personnes qui restent plus que 2 minutes, eh bien, ceux-là, tu me les gardes de côté. OK. Ensuite, on va voir, par exemple, si vous vendez des produits, on va regarder, la personne est venue sur le site, elle a été voir la page de vente, elle a été voir d'autres pages, elle a fait un ajout au panier, mais par contre, elle n'a pas acheté. Cette personne-là, elle a fait un ajout au panier. Toutes les personnes qui ont fait des ajouts à panier mais qui n'ont pas acheté, tu me les gardes. D'accord? Une deuxième audience. Et celle-là, par exemple, je vais pouvoir faire du fameux retargeting. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'une fois que les personnes ont été identifiées, je vais pouvoir les recibler avec du contenu spécifique en leur disant, vous êtes venu sur le site, vous avez mis un article au panier, cet article attend toujours, est-ce qu'on peut vous aider à finaliser votre panier? Donc, il y a Cdiscount qui fait ça, tout le monde fait ça. Donc après, il y a des rattrapages, il y a ce qu'on appelle des rattrapages de paniers abandonnés, soit par mail, soit par SMS, soit par des closers qui vont directement vous appeler et essayer de finaliser la vente avec vous. C'est sur les produits un peu plus haut de gamme, etc., etc. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on avance dans le tunnel. On est passé de une personne qui visite à une personne qui visite et qui reste longtemps, à une personne qui a regardé plusieurs produits, à une personne qui a fait un ajout au panier. Et après, derrière, on va aussi avoir les personnes qui ont ajouté toutes leurs coordonnées, bancaires, mail, etc., mais qui n'ont pas cliqué sur acheter. Donc, cela, on va encore plus aller les chercher. Après, une fois que on a les personnes qui ont acheté, donc c'est là où il y a toute l'importance de Google Analytics et du pixel Facebook, c'est jusque aux personnes qui ont acheté. Une fois que vous avez des personnes qui ont acheté, vous allez avoir une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes qui ont acheté. Au bout d'un moment, vous allez avoir de plus en plus de personnes qui ont acheté et Google et Facebook vont connaître parfaitement la typologie d'acheteurs potentiels sur votre site. Ils vont faire le dénominateur commun entre tous les acheteurs. Et maintenant, vous allez leur dire quoi? Vous allez leur dire, moi, vous présentez ma publicité non plus à tout le monde, là, dans le haut de l'entonnoir. Là, vous ne présentez plus à 10 000 personnes ou 1 million de personnes. Vous présentez à toutes les personnes qui ressemblent aux 1000 personnes qui m'ont acheté le produit. Automatiquement, le coût de votre publicité va diminuer jusqu'à diviser par 5.
D'accord? Imaginons avant, il vous fallait 10 € pour faire une première vente. Une fois que vous avez fait vos 100 premières ventes et que vous faites une audience qui ressemble, donc ça s'appelle une audience lookalike, qui ressemble aux 100 personnes qui ont fait un achat sur votre site, eh ben, ou sur ce produit-là, ben, à ce moment-là, Google ou Facebook vont présenter cette publicité à des personnes beaucoup plus ciblées. Et comme elles vont présenter la publicité à des personnes qui sont beaucoup plus susceptibles d'acheter, automatiquement, il va y avoir plus de ventes, la publicité va coûter moins cher, et là, on va entrer dans un cercle vertueux. D'accord? Donc, on voit tout ça, c'est que si on ne traque pas les personnes et qu'on fait de la publicité à tout va, on ne sait pas ce qui se passe. D'accord? Pareil, ces fameuses analytics, ils vont permettre d'évaluer quel est le problème à chaque étape du tunnel de vente. Par exemple, on va voir que votre publicité, elle a un taux de clic qui est très bas. Les gens ne cliquent pas sur votre publicité. Donc, s'ils ne cliquent pas sur votre publicité, c'est qu'il y a un problème. Soit votre publicité, elle est mal foutue et elle n'attire pas les clics, soit elle est présentée aux mauvaises personnes. Donc, il faut changer l'audience. Une fois que les personnes ils cliquent sur la publicité, ils viennent, ils partent direct. Il y a ce qu'on appelle un taux de rebond, c'est-à-dire ils viennent, il y a une durée de session qui est très faible. Elle dure même pas 3 secondes. Ils viennent, ils partent. Ça veut dire qu'il y a une inadéquation entre votre publicité et donc ce que s'attendait à voir la personne quand elle a cliqué sur la publicité, et quand elle arrive sur le site, bah, elle arrive sur quelque chose qui ne lui convient pas. Donc elle s'en va direct. D'accord? Ça, c'est les analytics qui vont nous permettre de le dire. Ils vont regarder tout le trafic qui arrive de cette publicité, combien de temps il dure. En moyenne, il dure, tout le monde qu'on envoie de cette publicité, en moyenne, il y a un taux de rebond de 100%, donc les gens ils cliquent nulle part, ils viennent, il reste même pas 5 secondes. Donc c'est qu'il y a un problème, il y a une inadéquation entre la publicité, parce que les gens qui ont cliqué sur la publicité, ils étaient bien intéressés par cette publicité. Par contre, dès qu'ils arrivent, ils partent direct. Ben, ça veut dire que il n'était pas, la publicité n'est pas en lien, en adéquation avec la page. Si ils arrivent sur la page et qu'ils passent du temps sur la page, mais qu'ils n'achètent pas, c'est qu'il y a un problème, soit de prix, soit machin. S'ils ajoutent au panier et que derrière ils ne valident pas, et on va permettre, les analytics, ça va nous permettre de bien comprendre à chaque étape du process qu'est-ce qui ne fonctionne pas. D'accord? Donc, voilà, rien de plus à ajouter. Une petite série de questions. Donc, supprimer les cookies ne sert pas à grand chose, etc. Ça, c'était tout à l'heure. C'est bizarre, à chaque fois que je parle de quelque chose sur Facebook, on me propose une pub à ce sujet. Ça veut dire qu'ils nous écoutent. Oui, très certainement. J'ai déjà aussi eu ça. À plusieurs reprises, ça fait peur. Maintenant, ils utilisent l'intelligence artificielle, les géants, l'e-commerce, la techno pour être. Oui, bah, ça, c'est sûr. L'algo de Google ou de Facebook, ça, c'est sûr que c'est les algos les plus puissants du monde. Le slide est visible, il faut cliquer dessus si tu l'as. Redis, tiens, bon, machin. Mais c'est quoi le targeting? Le targeting, c'est le ciblage. C'est-à-dire, à qui vais-je présenter mon produit, à qui vais-je présenter ma publicité, etc. Mais, tu donnes ton accord pour donner ton numéro, ton micro, c'est gratuit. Quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Effectivement, pardonnez-moi, c'est intéressant, mais je ne peux pas rester jusqu'au bout. Serait-il possible d'accéder au live? Oui, ça, on va voir ça avec Sofiane. Les gens ont mis dans le panier et n'ont pas acheté, etc., etc. Parfois, ça devient lourd. Ok, ça marche. Donc, les audiences, les analytics, on en a parlé. Les audiences. Donc, une audience pour chaque étape du tunnel de vente. Il est déjà 20h15. Une audience pour chaque étape du tunnel de vente, c'est-à-dire une audience pour les personnes qui cliquent, une audience déjà ciblée par rapport à votre produit. Donc, on va pas cibler, par exemple, je sais pas, des agriculteurs pour leur vendre, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait pas vendre, alors, quel produit on va pas vendre. Il y a des produits qui sont pas du tout adaptés au type de personne. On va pas aller essayer d'aller vendre je sais pas, des armes à feu à des enfants, quoi, ou on va pas essayer de vendre des voitures à des personnes qui n'ont pas le permis, etc., etc. Donc, s'il y a une inadéquation entre ce que vous cherchez à vendre et la personne, bah, c'est sûr que l'audience, elle est mal calibrée. Déjà, on va chercher l'audience. Et pour chercher la bonne audience, on va définir ce qu'on appelle l'avatar client. L'avatar client, c'est le portrait robot de la personne qui est susceptible d'avoir besoin de votre produit.
c'est une femme de 25 ans qui n'a pas d'enfant, qui habite en Île-de-France, etc., etc. C'est le père de 2 enfants qui fait souvent de la trottinette, qui habite à moins de 5 kilomètres de son travail, etc., etc. C'est un avatar client. Donc, il faut cibler donc une audience qui correspond à l'avatar client déjà au début du tunnel. Ensuite, à chaque étape du tunnel, on va refaire des audiences qui vont nous permettre de recibler à chaque fois. Donc, les audiences lookalike, on en a parlé un tout petit peu, mais je vous le redis ce que c'est. Par exemple, dès que j'ai eu 100 personnes qui m'ont acheté un produit, Google et Facebook sont capables de me trouver, ou 100 personnes qui ont effectué une action sur mon site. Google et Facebook vont être capables de retrouver très facilement des personnes qui ressemblent à ces personnes-là et du coup, qui seront susceptibles de réaliser le même type d'action. D'accord? Et ensuite, il y a les audiences par email. Donc, c'est très important pour pouvoir derrière rester en contact avec ses clients. Et surtout, quand on a un fichier mail, on est capable de l'intégrer directement dans Facebook ou dans Google. Donc Google, il faut attendre un petit peu, il y a des autorisations à demander. Mais quand vous avez un fichier client, par exemple, et que vous voulez le déverser dans une régie publicitaire, vous pouvez pour derrière cibler soit ces personnes-là directement, unitairement, soit cibler des personnes qui leur ressemblent. Ok. Diminuer les coûts de conversion, retargeting. La LTV. Donc la LTV, vous allez voir que je vous ai pas mis de slide là-dessus. Enfin de slide, j'ai pas mis j'ai pas mis de texte sur cette slide. La LTV, c'est la lifetime value. D'accord? Lifetime value, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur long terme de votre client. C'est-à-dire, un client vient m'acheter une fois, je sais pas, une coque de téléphone, là. Il vient m'acheter une fois une coque de téléphone. Je lui ai vendu une coque à 10 euros. Ça m'a coûté 5 euros. La coque m'a coûté 5 euros. J'ai dépensé 5 euros en publicité la première fois pour que la personne vienne m'acheter cette coque-là. J'ai fait une vente à vide. D'accord? Mais par contre, j'ai acquis un client pour un coût de 5 euros. Le coût d'acquisition de ce client a été de 5 euros. D'accord? Par contre, si c'est un client, donc du coup, je n'ai pas fait de bénéfice sur ce client. Donc là, si j'ai un raisonnement court terme et uniquement sur des ventes one-shot, le modèle n'est pas viable. Par contre, si je pars du principe que j'ai un site sur lequel je vais créer une relation avec mes clients et que ce client-là a été très satisfait de ma prestation et qu'il va venir me racheter encore et encore d'autres produits, la première fois, je vais vendre une coque à 10 euros sur laquelle que j'avais acheté 5 euros, où j'ai mis 5 euros de publicité et que j'ai gagné 0. La deuxième fois, je vais lui revendre une coque à 10 euros, que j'aurai acheté 5 euros, mais je vais faire 5 euros de bénéfice sur cette vente-là. Si la personne m'achète 10 coques ou 11 coques plutôt en tout. Si la personne m'achète 11 coques, à chaque mois de l'année, chaque fois j'arrive à lui vendre une coque, une au printemps, une en été, une de chaque couleur, etc., une en cuir, une en plastoc, une étanche. À chaque fois, j'arrive à faire 5 euros sur chaque vente. J'ai gagné, donc je lui ai fait 11 ventes, la première elle était à vide, les 10 autres ventes, j'ai gagné 5 euros par vente, j'ai gagné 50 euros. D'accord? Donc je peux estimer que un client qui rentre dans ma boutique, je vais lui vendre pendant au moins 2 ans. Je vais pouvoir le capter pendant au moins 2 ans. Et donc, si je le capte pendant 2 ans, je vais pouvoir faire 100 euros de bénéfice avec ce client-là. D'accord? Parce que je lui vends en moyenne une coque par mois à 5 euros. Donc, du coup, fois 24 mois, on est à peu près aux 100 euros. D'accord? Le coût d'acquisition du client, il était de 5 euros, mais par contre, la lifetime value, elle est de 100 euros. Si j'ai une vision court-termiste, mon business n'est pas rentable. Si j'ai une vision long terme avec une fidélisation client et avec une lifetime value qui est forte, là, j'ai un business qui est tout à fait rentable, même si j'ai fait ma première vente à 0 de bénéfice. C'est la lifetime value. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions? Ok, on passe à la suite. Les outils.
Ok, non, c'est clair, ça marche. Les outils. Donc, les plateformes. Donc, il y a WordPress. WordPress, c'est gratuit. Surtout, ne prenez pas un hébergement directement chez WordPress. Prenez un hébergement ailleurs, chez OVH ou autre, et vous faites installer, vous installez WordPress sur l'hébergement. Ça va vous coûter un nom de domaine à 10 balles, à 10 euros. Ça va vous coûter un hébergement, je sais pas, à 30 euros par an peut-être, ou quelque chose comme ça, et vous aurez WordPress gratuitement. Alors que si vous allez sur WordPress, et vous aurez tous les plugins en version gratuite, alors que si vous allez directement sur WordPress, ça va vous coûter tout de suite 200 euros. Shopify, c'est donc WordPress, on peut tout faire avec des blogs, des intégrations YouTube, on peut faire plein de choses sur WordPress. C'est pour moi la solution la plus complète et la solution qui apporte le plus de flexibilité avec tous les builders et notamment pour le SEO. Shopify, c'est bien pour démarrer facilement et il y a les fameux plugins comme Oberlo qui permettent d'aller chercher des produits directement de AliExpress. Donc, c'est bien facile pour démarrer, mais que sur du produit et principalement sur du dropshipping. Voilà. WooCommerce, c'est un plugin qui se met sur WordPress et qui est gratuit. On a Wix, c'est le nouveau qui est sorti il y a quelques années, qui est en train de vraiment monter en puissance. C'est l'équivalent de PowerPoint, mais pour les donc c'est un builder intégré directement, alors que dans WordPress, vous n'avez pas de builder intégré. Vous avez des thèmes, et si vous voulez modifier ces thèmes, soit vous achetez des thèmes modifiables, soit vous intégrez des builders. Ça, c'est du jargon un peu plus technique. Wix, c'est directement le builder. Donc, c'est un peu plus intéressant pour les personnes qui veulent faire, je déplace ma vidéo ici, je mets ça ici, du texte ici, un paragraphe ici. Ensuite, vous avez ClickFunnels, c'est pour la vente de formation et l'Ornibox aussi. OK. Les prix et les principes, j'en ai déjà parlé. Donc, il vous faut donc une plateforme pour mettre votre site. Il vous faut un payment gateway, quelque chose pour encaisser l'argent. Donc, ça va être Stripe ou PayPal pour démarrer. Après, il y en a des centaines d'autres, mais principalement, ça va être Stripe et PayPal, ça va être les plus simples. Stripe, c'est celui qui se fait le plus simplement pour tout ce qui est paiement en carte bleue. Et PayPal, ça apporte vraiment une notion de sécurité parce que les personnes peuvent ouvrir des litiges s'il y a un problème. Il vous faudra également ce qu'on appelle un autorépondeur. Ça, c'est pas obligatoire tout de suite, mais par contre, si vous voulez un back-end et si vous voulez commencer à travailler sur le long terme avec vos clients, il vous faut absolument pouvoir échanger par email de manière automatique. C'est-à-dire, quand la personne achète, elle vient sur une liste et derrière, vous pouvez faire du mailing régulier pour entretenir la relation avec vos clients sur cet autorépondeur ou quand il va y avoir des choses qui vont être envoyées automatiquement par mail avec ces autorépondeurs. Et il vous faut, bien sûr, une régie publicitaire, Facebook Ads, Google Ads, la régie publicitaire de TikTok qui vient de démarrer, que j'ai pas testé, qui a l'air apparemment pas mal. Et il y a Snap sur lequel vous devez avoir déjà vos habitudes. Voilà, je vois qu'il y a plein de questions. Je vais lire un peu les questions. J'ai pas pu assister au début, peut-on avoir les slides, Shaima? On va regarder ça avec Sofiane, l'administrateur. Salem, merci pour la question. Serait-il possible de passer à la stratégie de ciblage des produits, la gestion de la logistique, comment gagner en visibilité sur les marchés? Ça, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. On va en parler et je crois que j'en parle encore un peu derrière. Salem, tu parles d'email depuis tout à l'heure à la fin, cibler un utilisateur en cherchant qu'il y a pas mal de sites qui permettent d'avoir des emails jetables. Est-ce que tu as des outils comme Mailchimp ou autres qui font des vérifications de ce type des emails? Oui, il y a ça, il faudrait que je retrouve. Ça, en fait, les vérifications d'emails, ça, c'est quand on veut faire du spam. D'accord? Euh, Quand on achète quelque chose sur un site, en général, on ne met pas un email jetable. OK? Si on met un email jetable en achetant quelque chose sur un site ou en achetant une prestation, quand on a acheté quelque chose en général, on ne met pas un email jetable parce qu'on veut avoir notre reçu, on veut avoir la confirmation de commande, s'ils ont besoin de nous contacter, etc. Donc, c'est rare qu'on mette des faux emails quand on achète quelque chose. En général, c'est les vrais emails parce qu'on veut avoir vraiment l'information. Mailchimp, il est pas là pour vérifier les emails en fait. Il y a d'autres sites qui vérifient les emails. En général, ça c'est pour vérifier, ça c'est quand on fait du spam en fait et qu'on a scrappé des emails. Scrappé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'opt-in. Un opt-in, c'est quand vous avez montré votre intérêt et c'est vous avez prouvé, ou en tout cas la personne qui détient l'email est capable de prouver que la personne qui lui a donné l'email a bien donné son accord.
Par exemple, là demain, là, vous avez peut-être mis votre email pour faire cette réunion Zoom. Ben, vous avez donné quand vous avez donné votre email, vous avez un peu donné votre accord à Zoom d'avoir votre email pour pouvoir vous envoyer les informations par rapport à cette réunion-là. D'accord? Donc ça, c'est un opt-in. Ok? J'accepte de donner mon email pour recevoir de l'information. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le scrapping, c'est-à-dire donc des sites qui vont vous vendre 400 000 emails pour 300 euros, etc., etc. Et derrière, ce qu'on va faire avec ces emails, ça va être du spamming, c'est-à-dire qu'on va envoyer de l'email en masse. Et avant d'envoyer des emails en masse, c'est là où il faut vérifier que les emails sont bons, d'accord? Qu'il n'y a pas des faux emails, qu'il n'y a pas des emails périmés, qu'il n'y a pas des emails erronés, etc., etc. Donc ça s'appelle un taux de bounce, hard bounce, soft bounce, etc., etc. Mais c'est un autre jargon qui est spécifique à l'emailing. Et là, il y a bien des sites qui vérifient vos emails pour vous parce que si vous envoyez trop d'emails et qui tombent dans les spams ou que c'est des faux emails, des adresses qui sont non conformes, les serveurs mail de Yahoo, de Gmail, etc., ils vont vous détecter très très vite. Et donc, ils vont vous blacklister, vous n'enverrez plus d'emails, ou en tout cas, vous pourrez les envoyer, mais les gens ne les recevront jamais. D'accord? Ils vont même pas passer en spam. C'est tout simplement qu'ils ne les recevront pas. Donc, il y a bien des sites pour vérifier les emails, mais c'est pas Mailchimp, c'est d'autres. Il faut taper vérificateur d'email ou bounce check sur Google et vous allez avoir tout ce qu'il faut. Et en général, ça coûte ils prennent une dizaine d'euros pour 1000 emails. 10 euros pour tester 1000 emails. Salam, tu parles d'email depuis tout à l'heure, etc. Salam, j'aimerais bien ton avis sur le dropshipping. Je vais faire une slide spécialement sur le dropshipping. Je pense, parce que c'est encore moyen de faire ça en e-commerce, sachant que ça a l'air compliqué au niveau logistique. Dropshipping, on va en parler. Est-ce que c'est possible de faire un ciblage communautaire via Google, ne cibler que les musulmans? Il y a une autre technique, en fait, pour cibler que les musulmans. C'est par exemple, vous allez faire une publicité vers un site qui va faire qu'il n'y a que les musulmans qui vont être intéressés par cette publicité-là. Donc au début, vous allez faire une publicité super large, vous allez les emmener sur le site, et par contre, une fois qu'ils seront sur le site, ils vont être captés par Google ou par comment ça s'appelle Facebook Ads. Et une fois qu'ils seront venus sur le site, vous allez pouvoir créer une audience à partir de là. Mais vous êtes obligé de faire un targeting très large pour les envoyer sur un site qui ne va intéresser que les musulmans. Et une fois qu'il y aura que les musulmans qui seront sur ce site-là, bah à ce moment-là, vous pourrez créer une audience à partir de ces personnes-là. Voilà, Siham. Comment gérer les avis clients négatifs, surtout ceux qui viennent de la concurrence ou de clients malhonnêtes? Il faut traiter. Il faut traiter. Et les avis négatifs, il y a plein de trucs qui permettent de vérifier les avis, en fait. Hein, qui est vraiment que les personnes qui ont acheté qui puissent donner des avis. Hein. On ne parle pas des avis sur la page Google, là, ce qui s'affiche sur la droite. Hein. On parle d'avis sur votre site. Donc, les clients, si vous avez des avis négatifs, ben, c'est que vous avez fourni un mauvais service. Il faut améliorer votre service. Il faut traiter. Il faut traiter. Il y a quelqu'un, son produit est arrivé, il est cassé, il est en panne, il faut lui rembourser, il faut lui échanger, il faut lui dire de le renvoyer, etc. Pour le drop, on peut aussi utiliser OVH pour WordPress. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, vous pouvez utiliser OVH et WordPress pour le drop. C'est juste que il faudra trouver un autre moyen d'envoyer les commandes en automatique de WordPress vers AliExpress. Mais dans le début, il n'y a pas de, il y a aucun problème. J'ai entendu parler que PayPal bloque l'argent. Oui, PayPal bloque l'argent, Samira, quand vous avez un taux de litige trop élevé ou que votre activité ne leur convient pas ou qu'il y a à partir du moment où ils sentent que il peut y avoir un problème, PayPal, ils bloquent l'argent pendant 180 jours. Et quand on dit qu'ils bloquent l'argent, l'argent est bloqué. Ils peuvent vous bloquer 60 000 euros, 50 000 euros, 10 000 euros, 5 000 euros. Ils peuvent vous bloquer des très grosses sommes. Et l'argent est absolument bloqué. Il n'y aura aucun moyen de le débloquer avant 180 jours. Vous pouvez faire appel à un avocat, tout ce que vous voulez. Ils sont en Irlande, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, il faudra attendre. Et pourquoi ils bloquent? Ils bloquent parce qu'ils sentent qu'il y a un problème. Et donc, ils anticipent. Ils se disent, attends, si la personne, elle sort tout l'argent de PayPal et que nos clients demandent des remboursements ou déclarent des litiges,
faudra bien que nous, on les rembourse PayPal. Donc, on ne va pas les rembourser sur nos deniers personnels. On va bloquer l'argent du compte professionnel et on va attendre que tous les litiges se terminent et que toutes les personnes soient satisfaites. Donc, c'est pour ça qu'il y a le délai de 180 jours et c'est pour ça qu'ils bloquent l'argent pendant aussi longtemps. Tu peux rappeler la différence entre les plateformes citées, WordPress, Shopify, WooCommerce. WooCommerce, c'est un plugin qui s'installe sur WordPress. Donc, WooCommerce, ça appartient à WordPress. C'est juste que WordPress, c'est quasiment tout gratuit, mais c'est moins fonctionnel pour le dropshipping. Mais par contre, c'est beaucoup plus fonctionnel pour d'autres choses, comme pour les blogs, etc., pour le référencement SEO, etc. Shopify, c'est très facile pour démarrer une boutique. Bon, ça coûte un peu d'argent, ça coûte 30 et quelques euros par mois quand on veut démarrer. Donc voilà. Shopify, c'est plus pour les boutiques, de produits, vente de produits. WordPress, on peut faire plein de choses avec WordPress, dont des boutiques produits. Voilà, toutes les questions and answers sont répondues. Hop, on va continuer. Je ne sais plus combien il reste de slides, mais il en reste encore quelques-unes. Il est déjà 20h30. Ah oui, il y a d'autres questions. Non, c'est bon. Hop, toutes les questions sont traitées. Les outils, les compétences à acquérir. Donc là, il faut apprendre à vendre, comprendre les mécanismes de vente. Que les mécanismes soient réels ou qu'ils soient physiques, c'est toujours la même chose. Il y a toujours une offre, un problème client qui est résolu, un avatar client, etc. On va retrouver les mêmes choses. Que vous vendiez sur le marché avec un étalage, que vous vendiez dans une boutique ou que vous vendiez sur Internet, il va y avoir les mêmes mécanismes de vente. D'accord? Et donc, il faut apprendre à vendre avant tout. Donc ça s'apprend. Il y a des méthodes pour ça. Deuxième chose, les compétences à acquérir. La méthode est plus importante que le produit. Ce qui compte, ce n'est pas l'idée, mais la mise en œuvre. Des idées de produits, des idées de e-commerce. Tout le monde en a à l'appel, tout le monde en a 50 par jour. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la mise en œuvre. Est-ce que vous allez mettre les choses en œuvre de manière efficace, rentable, où le client va être satisfait, où vous allez avoir un back-end qui va être bien constitué, qui fait que vous allez pouvoir satisfaire votre client sur le long terme et surtout garder une relation forte et une confiance forte vis-à-vis de votre client. Ok. Hop, je vois qu'il y a encore. Ah mince, c'est où le chat? J'ai retiré le chat. Il est où? Remarque, pointeur, Q&A, profil, mort, chat. Hop, chat, c'est là. Merci, Mehdi. Ensuite, on parle de SEO. Le SEO, c'est tout ce qui va être référencement naturel. C'est-à-dire, quand vous allez taper mal de dos sur Internet, vous allez avoir les premiers sites qui vont arriver. C'est pas pour rien que Google a mis ses premiers sites en place. Donc, s'ils arrivent avec un ranking très fort et qu'ils arrivent à ranker sur la première page, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a une adéquation entre le mot recherché ou l'expression recherchée et l'information trouvée dans le site. Donc, qu'est-ce que va regarder Google pour vous faire monter? Déjà d'une, il va regarder est-ce que votre site il se charge vite ou pas, parce que ça fait partie de l'expérience utilisateur. Si votre site il met plus de 5-6 secondes à charger, c'est terminé. Vous ne passerez jamais en première page. D'accord? Et après, derrière, donc il faut être à moins de 3 secondes, l'idéal. Moins de 3 secondes, entre 2 et 3 secondes maximum. Donc, il faut déjà que le site il soit fluide et il faut qu'il y ait l'information correcte. C'est-à-dire, quand je vais taper une information, la plupart des personnes qui ont tapé cette question-là, ils sont venus sur ce site-là, ils ont trouvé leur information. Ils ne sont pas revenus sur la recherche. Ils ont passé beaucoup de temps sur le site, ils ont été voir une page, deux pages, trois pages, ils ont regardé, ils ont vraiment trouvé l'information qu'ils cherchaient sur ce site-là. C'est pour ça que Google les fait remonter. Donc ça, une fois que vous avez ça, c'est de l'acquisition de clients gratuite. C'est du trafic naturel, c'est-à-dire vous n'allez pas payer de publicité pour ça. Et ça doit être un des objectifs. Et pour que ce soit un des objectifs, il faut le faire. Et donc, du coup, il faut acquérir la compétence de référencement. Ensuite, il faut maîtriser tout ce qui va être analytics, Google Analytics et tout ce qui va être pixel Facebook, d'accord? Pour pouvoir comprendre comment ça s'appelle,
l'attitude, comprendre ce que viennent faire les clients sur votre site. Comment ils se comportent, le comportement du visiteur, pour comprendre le comportement du visiteur. Ok, donc ça c'est très important les analytics pour pouvoir bien analyser comment fonctionne son site. Est-ce que la publicité elle marche bien? Est-ce que les gens ils viennent plus sur cette page? Quand ils viennent là, est-ce qu'ils cliquent là? Est-ce qu'ils font ça, etc. Et pour voir si c'est en cohérence avec votre tunnel de vente. Si vous envoyez les personnes sur une page de vente et que derrière, vous voyez que les personnes elles vont lire des articles de blog, etc., mais elles font tout sauf cliquer sur le bouton d'achat, eh ben, c'est qu'il y a un gros problème dans votre page de vente. Ok. Ensuite, on parle de publicité, donc il faut maîtriser toute la publicité, que ce soit comment faire une bonne publicité, comment inciter le client, comment faire des bons appels à l'action, etc., etc. Et surtout, toute la notion d'audience, de targeting, de retargeting, de tunnel de vente, etc. Il faut maîtriser aussi toute la partie copywriting, c'est-à-dire écrire pour vendre. D'accord? Il y a un moment ou un autre, on ne vend pas qu'avec des vidéos sur Internet. D'accord? Il y a un moment où il faut écrire des emails, il faut écrire du texte, il faut donner des informations sous format texte. Si vous les écrivez d'une manière qui ne donne pas envie à l'acheteur d'acheter, au prospect d'acheter, vous allez perdre le prospect. On parle aussi du UX design. Je vous parlais de boutons. Si l'appel à l'action n'est pas fait au bon moment, au bon endroit, au moment où c'est bon, vous avez eu à peu près l'information que vous vouliez, bon, très bien, maintenant, appuyez sur le bouton et vous allez acheter. Si vous ne faites pas ça, il y a un moment, le client il va être perdu. Vous n'allez pas le guider dans un chemin, en fait. Vous n'allez pas le guider dans un chemin. Alors que nous, ce qu'on souhaite faire toujours, c'est guider le client dans un chemin. OK? Le prospect, de le guider jusqu'à ce qu'il achète. Et de maîtriser toute la partie mailing aussi, de savoir écrire des emails, des séquences d'emails. Donc ça, on en parlera peut-être une autre fois. C'est encore un autre sujet, un monde à part. D'écrire des séquences d'emails pour que vous puissiez rester en contact fort et intéressant avec votre client. Ok. Hop. Une petite session sur le dropshipping. Donc là, j'imagine qu'il va y avoir plein de questions. Le principe du dropshipping, c'est très simple, c'est que vous ne gérez pas de stock. Vous vendez un produit et il est envoyé directement de votre fournisseur chez votre client. C'est la définition du dropshipping. Drop, c'est envoyer, on envoie, shipping. D'accord? Envoie au-dessus, hop, shipping. Ça passe pas par vous. Bon, ça s'envole. Vous ne voyez pas le produit, il passe directement de votre fournisseur chez votre client. C'est votre fournisseur qui l'envoie directement à votre client. Ça, c'est le principe. Est-ce un beau modèle? Le dropshipping, oui, c'est un bon modèle. Au final, quand on n'a pas envie, il faut que ça reste une solution de logistique. D'accord? Mais en aucun cas, ça ne vient si vous ne faites pas tout ce que je vous ai dit avant, que vous le fassiez en dropshipping ou que vous achetiez des produits et que vous le stockiez chez vous et quand il y a une vente, c'est vous qui l'envoyez, ça sera exactement la même chose. Si vous ne faites pas, vous n'arriverez pas à vendre, que ce soit en dropshipping. La seule différence entre le dropshipping et la vente classique en e-commerce, c'est le stock. C'est la seule différence. C'est-à-dire que vous ne gérez pas le stock. C'est la seule différence. Donc, est-ce que le dropshipping est un bon modèle? Oui, c'est un bon modèle si on a une bonne chaîne logistique et si on a des bons fournisseurs qui envoient à nos clients des bons produits bien packagés et que le client est satisfait, qu'ils sont envoyés rapidement, que le client il les reçoit rapidement, qu'il est satisfait, etc. Mais si c'est juste un moyen de démarrer et que vous ne maîtrisez pas du tout votre chaîne logistique et que vous allez générer que de l'insatisfaction client, c'est pas un bon modèle. En fait, le dropshipping, c'est pas le e-commerce. Le dropshipping, c'est seulement la délégation de la supply chain. D'accord? C'est que ça le dropshipping. Sinon, si vous vendez des coques sur votre site, que vous ayez les coques chez vous, ou que vos coques elles soient en Chine, chez AliExpress, ou qu'elles soient dans un stock Amazon, ça revient exactement au même. Tout le reste de la formation, il est toujours valable. La seule différence, c'est que quand vous allez recevoir une commande, au lieu que ce soit vous qui l'emballiez et qui la mettiez dans une petite lettre ou dans un petit colissimo, vous achetez le produit chez le client
et chez le fournisseur, et c'est le fournisseur qui l'envoie directement à votre client. Alors vous allez me dire, oui, on n'achète pas en avance, on achète d'abord le produit, on vend d'abord le produit avant de l'acheter, etc., etc. Il y a un problème éthique. Chacun voit avec son éthique. Donc, est-ce un bon modèle? Oui, c'est un bon modèle si on maîtrise tout le reste. Mais si on ne maîtrise pas le reste, ça vient ajouter juste une difficulté supplémentaire. D'accord? Donc, les avantages et les inconvénients, les avantages, c'est que on n'a pas besoin de faire de stock. On fait entre guillemets, du fake it until you make it. C'est-à-dire, on vend avant d'avoir acheté. Et donc, du coup, déjà, on a le cash. On a le cash. Une fois que la personne nous a acheté un produit, à ce moment-là, on a déjà le cash pour aller l'acheter, nous, chez notre fournisseur. On gère pas de logistique. On gère pas, par contre, on gère pas de logistique d'un côté, hein, c'est-à-dire pour la livraison. Mais par contre, pour tous les retours, alors là, je peux dire que vous allez la gérer la logistique. S'il y a des retours, s'il y a des produits cassés, etc., vous allez la gérer la logistique. Donc oui, il y a des avantages. L'avantage, c'est qu'on peut tester beaucoup de produits. L'avantage aussi, c'est que on peut tester à moindre prix des produits si on sait faire des bonnes pages de vente et des bonnes publicités, etc. Une fois de plus, si on sait faire tout le reste, c'est très bien. Mais si on ne sait pas faire tout le reste, ça ne servira à rien de passer sur du dropshipping. Vous n'y arriverez pas. D'accord? Parce que c'est tout le reste qui fait les ventes. C'est pas le fait que votre stock soit en Chine ou soit chez Amazon qui va vous faire plus de ventes. C'est pas ça qui fait les ventes. Ça, c'est qu'une fois que la vente est réalisée, que on commence à parler de dropshipping. Bon, est-ce que j'ai mon stock chez moi ou est-ce que je l'ai ailleurs etc. Est-ce que c'est bien clair pour vous ça? Je vois qu'il y a un nouveau message ici. Oui. Est-ce que c'est halal ou non? Alors là, je ne suis pas capable de le dire. Il faudrait voir ça avec des professionnels pour voir si c'est halal ou non. Comment démarrer? C'est très simple. Il faut tout le temps identifier une niche. D'accord? Il faut identifier une niche. Pourquoi? Parce que l'objectif va être de vendre sur le long terme. Si vous avez suivi toute la formation, vous avez bien compris maintenant que de faire des ventes one shot, ça ne sert absolument à rien. Vous allez vous épuiser, vous ne ferez pas de marge, vous allez perdre de l'argent. Donc, ce qu'il faut identifier, c'est une niche. Pour identifier une niche, identifier une audience, identifier un produit qui correspond bien à l'audience et qui va venir lever une difficulté majeure à cette audience-là et de manière facile. D'accord? Et une fois qu'on a identifié ce produit-là, on va pouvoir le vendre des produits associés, faire des upsells, des downsells, comment ça s'appelle, ah non, c'est pas grave. Des order bump, je vais pas retrouver le mot. Voilà, quand on vend des bundles, on va pouvoir faire des bundles, etc. Pour tout ça, pour augmenter le panier moyen. Parce que dans un premier temps, on va chercher à augmenter le panier moyen. C'est-à-dire la personne est venue pour acheter un produit à 10 euros, on va essayer de faire en sorte qu'elle parte, ou elle est venue pour acheter un produit à 50 euros, on va faire en sorte qu'elle parte avec 80 euros ou 100 euros de vente. D'accord? Parce qu'on va lui proposer des produits associés, etc., etc. Donc, qui vont bien avec le produit, ou on va lui proposer des produits qui sont annexes, etc. Tout ça. Et après, derrière, quand on a la niche et qu'on a l'audience, on va essayer de vendre sur le long terme à ces personnes-là. Donc, de garder la meilleure relation avec eux. Et à partir du moment où ils nous ont fait confiance une fois, maintenant, l'objectif, c'est de ne pas perdre la confiance sur le long terme. D'accord? Donc, une fois qu'on leur a vendu une fois, on va essayer de leur vendre plusieurs fois pour augmenter cette fameuse lifetime value. On en a parlé en début de webinaire et de venir diminuer le ratio coût d'acquisition versus lifetime value. D'accord? Donc, si votre coût d'acquisition de client, il était à 10 euros et que votre lifetime value, elle est à 100 euros, vous avez 10% de coût d'acquisition client par rapport à votre lifetime value. C'est un business rentable. Si vous faites votre première vente et que tout ce que vous avez gagné toute votre marge a été consommée par la publicité et que vous ne revendez pas à cette personne-là par la suite, jamais, vous avez fait une vente à vide. Vous n'avez pas un business rentable. D'accord? Donc, la rentabilité, voilà, oui, un bundle est un terme utilisé en marketing pour désigner un ensemble de produits associés vendus ensemble. C'est exactement ça. C'est quand on va dire, si vous achetez celui-là plus celui-là plus celui-là, on va vous faire un prix préférentiel pour acheter les trois d'un coup. Et donc, du coup, c'est
quoi bundle? C'est bundle. Merci, Mehdi. La formation en ligne. Le principe, c'est de fournir de la valeur ajoutée. Le marché de la formation est de plusieurs milliards, hein, ça se compte en milliards réellement. Je ne sais pas si vous consommez des formations, mais en tout cas, les personnes qui avancent en consomment beaucoup pour se tenir toujours à jour de ce qui se passe et pouvoir avancer plus vite. L'intérêt d'une formation, qu'est-ce que c'est? La différence entre, pour comprendre l'intérêt d'une formation, il faut faire la différence entre une formation et de l'information. De l'information, c'est quelque chose que vous pouvez trouver partout de manière disparate. D'accord? Vous allez trouver un petit peu de ça. Vous avez un problème précis, vous le tapez sur Google, vous allez avoir une réponse à ce problème précis. Je n'arrive pas à créer un bundle sur ma fiche produit. Comment créer un bundle sur WooCommerce? Vous tapez ça sur Google, ça va vous sortir un tuto. D'accord? Ça, c'est de l'information. D'accord? On vous explique quelque chose qui existe. Ok? Voilà comment le faire. C'est l'information. La formation, c'est quelque chose de différent. La formation, c'est on a un objectif, j'ai un objectif, je ne sais pas comment faire, ou je pourrais venir agréger toutes les informations, mais ça me prendrait 2 ans pour venir comprendre toutes les informations, parce qu'on passe par plusieurs étapes. Hein. Quand on veut démarrer un nouveau business, on passe par l'incompétence inconsciente, c'est-à-dire je ne sais pas le faire et je ne sais même pas que je ne sais pas le faire. Deuxième étape, on passe par l'incompétence consciente. Ah, j'ai un problème, je sais que je ne sais pas le faire. Et donc, je vais aller chercher l'information, comment le faire. D'accord? Troisième, la compétence consciente. Je sais que je sais le faire. Donc là, je vais me concentrer, je vais le faire. Et après, le dernier, c'est la compétence inconsciente. C'est-à-dire, je le fais tellement naturellement que je me rends même plus compte que c'est quelque chose de compliqué. Comme par exemple, faire du vélo ou conduire. Imaginez la première fois que vous avez appris à faire du vélo, c'était compliqué. Et aujourd'hui, vous montez sur un vélo et puis voilà, tout se fait automatiquement. Vous conduisez aujourd'hui, vous avez votre permis de conduire, vous envoyez des SMS en même temps, etc., etc. C'est la catastrophe de faire ça. Mais voilà, parce que votre cerveau a maintenant l'habitude. Donc, du coup, quand on est dans l'habitude, on est dans la compétence inconsciente. Les mains tournent toutes seules. Quand vous tournez à gauche, vous rentrez chez vous le soir, tournez à gauche, tournez à droite, c'est un pilotage automatique. D'accord? Donc, quand on veut rentrer dans un nouveau business, il faut passer par ces étapes-là. D'accord? De compétences inconscientes, c'est-à-dire, j'aimerais bien me lancer sur Internet, mais j'y connais rien du tout. Ah, bah maintenant, je sais ce que je veux faire comme business, et maintenant, je cherche à acquérir cette compétence-là. Donc, je suis passé de compétence inconsciente à compétence consciente. Et la formation, elle arrive à ce moment-là. Elle permet de passer de l'incompétence consciente à la compétence consciente. Elle arrive à ce moment-là, la formation. Pourquoi? Parce que quand vous avez des informations, vous allez avoir toutes vos informations qui sont dispersées sur Internet. Mais vous ne savez même pas que vous avez besoin de cette information-là. Vous ne le savez même pas, vous ne savez même pas que ça existe. Donc, comme vous ne savez pas que ça existe, vous ne pouvez pas avoir besoin de cette information-là. Vous ne savez même pas que ça existe. D'accord? Donc, ça, c'est l'information. Une formation, elle va vous guider pas à pas pour faire les choses et vous apprendre des nouvelles choses dont vous n'étiez pas conscient et elle va vous dire, voilà, si vous voulez atteindre tel objectif, voilà toutes les étapes, je vais t'accompagner pas à pas toutes les étapes pour arriver à cet objectif-là. Ça, c'est de la formation. Donc, le principe, maintenant, je vous l'expliquer. Est-ce un bon modèle? Pour moi, c'est un très bon modèle. C'est un très bon modèle puisque ça permet, je vois qu'il est déjà près bientôt 21h. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de monde? Attendez, bougez pas. Ouais, vous êtes quasiment tous là. Et donc, c'est un très bon modèle la formation puisque bah, vous envoyez pas de produits. C'est beaucoup des produits c'est beaucoup des produits, ce qu'on appelle des produits d'information, c'est-à-dire des produits téléchargeables et autres. Et donc, du coup, c'est un produit qui permet d'être créé une fois et d'être vendu plusieurs fois. C'est un produit sur lequel
il y aura beaucoup moins de retours. C'est un produit sur lequel il n'y aura pas forcément d'insatisfaction à la réception. C'est un produit sur lequel il n'y a pas de, comment ça s'appelle, c'est pas usé, il n'y a pas de casse, etc., etc. CM qui me dit oui, j'ai l'impression aussi, est-ce que vous proposez une formation? Oui, on va en parler à la fin. Oui, je propose une formation, on va en parler à la fin. Donc pour moi, c'est un super modèle la formation. Les avantages, c'est ceux que je vous ai donnés. Les inconvénients, c'est que le tunnel de vente sur une formation, il va être beaucoup plus long. Pourquoi? Parce que quand vous voulez acheter un produit, en général, c'est un produit de la vie quotidienne. Déjà de base, les personnes ont beaucoup plus de facilité à s'acheter des AirPods à 250 euros que d'aller acheter une formation à 250 euros. D'accord? Parce que tout ce qui est physique, on a l'impression que ça a plus de valeur. Alors que la vraie valeur, elle est dans la tête. D'accord? Donc, on n'a pas de problème pour aller s'acheter un téléphone à 1000 euros. Mais par contre, pour acheter une formation à 1000 euros, tout de suite, il va tout de suite y avoir un blocage. D'accord? Donc, déjà, à partir de ce principe-là, c'est beaucoup plus difficile de vendre de la formation que de vendre des produits. D'accord? Numéro 2, le schéma de confiance, il est beaucoup plus lié à la personne. D'accord? Le schéma de confiance, c'est-à-dire il faut que vous fassiez confiance à une personne. Quand vous achetez des formations à quelqu'un, il faut qu'il vous ait démontré sa valeur ajoutée. Il faut qu'il vous ait démontré qu'il est apte à vous faire passer les différentes étapes. D'accord? Donc, oui, c'est un bon modèle. Oui, il y a des avantages, mais il y a aussi des gros inconvénients, puisque, et la formation, c'est un métier dans lequel il y a beaucoup de gratuité. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent que de la gratuité. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réellement l'envie de faire avancer les choses. Ils veulent juste être au courant de ce qui se passe, avoir de l'information, mais ils veulent pas avoir une vraie formation pour pouvoir passer le cap, atteindre leur objectif. Et comment démarrer? Ah oui, alors attendez. Comment démarrer? Je vous explique là et après je reviens sur le drop, sur comment démarrer. Comment démarrer? En créant une chaîne YouTube, en créant une chaîne Instagram, etc., etc., en fournissant énormément de contenu gratuit de forte valeur ajoutée pour que les personnes vous fassent confiance et que vous leur prouviez. Il faut prouver aux personnes que vous avez la réelle compétence pour les faire passer du niveau incompétence inconsciente au niveau compétence consciente. Il faut que vous leur prouviez ça, que vous êtes capable de les amener à ce niveau-là. Ok, hop, hop, hop. Ici, j'avais oublié de vous parler de comment démarrer là sur le dropshipping. Comment démarrer, c'est très simple. On ouvre un site. Vous allez trouver plein de formations gratuites sur le sujet. Hein. Tous ceux qui vont essayer de vous vendre des formations à 1000 euros vont bien sûr vous fournir des formations gratuites. Si vous voulez que je vous fasse une formation spécifique sur le dropshipping qui sera à un prix très abordable, il ne faut pas hésiter à me le dire. D'accord? Parce que les formations à 1000 euros, il y a beaucoup d'informations. Enfin bon, on pourra en parler pendant longtemps, mais en tout cas, je les conseille moyennement. Hein, je les conseille très moyennement. Je les trouve très chers pour pas forcément beaucoup de résultats rapidement. Alors que l'objectif normalement d'une formation, et l'objectif quand on est formateur, c'est de vous vendre sur le long terme, et donc du coup, c'est de vous faire monter en compétences. Très rapidement, il faut que vous ayez du résultat. Si, quand vous vendez de la formation, si vous vendez une formation et que la personne n'a pas de résultat, vous allez perdre la confiance très vite et vous allez lui vendre une fois et ça sera terminé. Donc c'est pour ça que ces personnes-là cherchent à vendre des formations qui sont extrêmement chères, 1000 euros la formation, parce que si elles arrivent à vendre une formation à 1000 euros à 100 personnes, ça fait 100 000 euros qui tombent tout de suite. Vous imaginez que c'est bien plus rentable que de créer des sites en dropshipping. OK? Hop. La formation en ligne, on en a parlé. Donc, les étapes du e-commerce de manière générale. Donc, ça va être de trouver votre niche. Il faut que vous trouviez une niche, un thème, quelque chose sur lequel vous allez pouvoir maîtriser le sujet et vous allez pouvoir apporter de la valeur sur le long terme. Soit via une boutique, en apportant les bons produits qui répondent aux vrais besoins des clients, soit sur de la formation où vous allez apporter de la vraie valeur ajoutée. Comme on fait aujourd'hui, on vous donne des astuces vraiment très concrètes, du réel, etc., etc.
Donc, il faut que vous trouviez votre niche, il faut que vous trouviez votre public, vos clients potentiels. Ensuite, vous créez votre site. Donc là, je vous ai expliqué Shopify, PrestaShop, machin, tout ça. Il y a plein de sites. Ensuite, une fois que vous avez créé votre site, tout de suite, il faut installer les analytics dessus pour que dès que vous allez envoyer du trafic dessus, vous allez pouvoir avoir un retour sur investissement de ce trafic-là et vous n'allez pas perdre le trafic. Ensuite, vous créez une publicité ou un lead magnet ou autre. L'objectif, c'est de tester votre site, de voir comment les gens réagissent et comment les gens naviguent sur votre site, comment les gens se comportent quand ils arrivent sur votre site. Est-ce que ça correspond ou pas à ce qu'ils attendent? Une fois que c'est ça, vous allez pouvoir construire votre audience et avoir une liste régulière de personnes, d'emails, de personnes qui vous suivent, une audience, que ce soit des followers, peu importe, sur n'importe quelle plateforme, sur YouTube, sur PrestaShop, sur machin, peu importe, des gens qui viennent régulièrement, etc. Mais en tout cas, des personnes qui consomment votre contenu de manière régulière. Ensuite, il faut affiner le tunnel de vente. Une fois que vous avez là. Donc là, c'est une vraie étape pour démarrer un business. Hein. Donc là, ensuite, il faut affiner le tunnel de vente. Affiner le tunnel de vente, c'est tout ce que je vous ai expliqué avec les analytics, c'est de vérifier à chaque étape où est-ce que vous perdez du monde. Est-ce que c'est la publicité qui marche pas? Est-ce que c'est la mise au panier qui marche pas? Est-ce que quand les gens arrivent sur la page, est-ce qu'ils partent direct ou est-ce qu'ils restent? Est-ce que, etc. Est-ce que les gens, ils achètent une fois, mais après, par contre, ils rachètent jamais derrière. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été rachetés. Donc, tout le tunnel de vente et de satisfaction client, il faut l'analyser avec les analytics. D'accord? Ensuite, fidéliser le client. Fidéliser le client, c'est d'apporter le meilleur SAV pour augmenter cette fameuse lifetime value. D'accord? Donc, l'objectif, c'est d'apporter une satisfaction client qui fera que la personne souhaite vous racheter votre produit régulièrement. C'est tout simple. Et une fois que vous avez acquis le client, vous l'avez acquis pour X euros, derrière, ça y est, il est à vous le client. Vous lui renvoyez un email avec un nouveau produit, avec une nouvelle vidéo, avec une nouvelle formation, avec ce que vous voulez, n'importe quoi. Si c'est un client qui vous fait confiance, il achètera votre produit parce qu'on achète toujours au même produit. Si vous allez à Leclerc, vous allez toujours à Leclerc et vous achetez toujours les mêmes produits. Si vous faites vos courses à Carrefour, c'est pareil. Quand vous allez, si vous avez l'habitude d'acheter sur Amazon plutôt que sur ces discounts, eh bien vous allez toujours acheter sur Amazon. Si vous avez plus l'habitude d'aller sur ces discounts, vous allez aller naturellement d'abord sur ces discounts. Si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, ensuite vous irez sur Amazon. Donc, on est à l'aise avec ce qu'on fait régulièrement. Voilà. Les leviers. Donc, les leviers, donc pour ceux qui ont déjà des activités e-commerce, donc c'est d'analyser vraiment chaque étape de son tunnel. Le pourcentage qui est perdu à chaque étape et pourquoi. Pourquoi on perd du monde? Pourquoi on perd du monde sur la pub, etc. J'en ai suffisamment parlé de ce tunnel de vente. Il faut l'analyser, le maîtriser. Maîtriser son avatar client, maîtriser chaque étape de son tunnel et faire un maximum de tests. D'accord? Donc, comme je disais là, donc pourcentage perdu à chaque étape et pourquoi. Est-ce que la publicité, on va peut-être changer les visuels, on va peut-être changer le ciblage, on va peut-être changer la plateforme publicitaire, etc., etc. Il y a des plateformes qui vont être plus adaptées que d'autres à certains contenus, à certains produits, etc. Par exemple, si vous voulez vendre des produits de femmes, machin, tout ça, ça va peut-être plus être sur Instagram. Si vous voulez vendre des produits à des adolescents ou autres, machin, ça va peut-être plus être sur TikTok. Si vous voulez vendre des produits à des professionnels, ou à des managers ou à des directeurs, vous allez plutôt faire une publicité sur LinkedIn, etc., qui a une bonne régie publicitaire, qui coûte très cher, mais qui est très bonne aussi, etc., etc. Donc, regardez à chaque étape du funnel ce qui se passe. Ensuite, il faut faire tout le temps, ce qu'on appelle des split tests ou des tests AB. C'est-à-dire, vous allez par exemple mettre 2 publicités avec le même budget, avec tout pareil, il n'y a que l'image qui change. C'est le même ciblage, les mêmes audiences, le même truc, elles envoient vers le même truc. Et vous allez juste changer l'image. Et vous allez regarder, cette image-là, elle convertit à 3%, cette image-là, elle convertit à 10%. Je garde cette image-là, j'annule l'autre. Une fois que j'ai gardé cette image, je vais changer mon texte. Je vais dupliquer la même publicité, je vais changer le texte. Et je vais faire un test AB sur le texte. Si ça m'augmente mon taux de conversion, tant mieux. Si ça me le diminue, je garde le texte. Je vais changer le bouton d'appel à l'action. Si le bouton d'appel à l'action, celui-là, il marche mieux que celui-là, etc., etc. Donc là, c'est vraiment un cours sur la publicité. Donc, on n'est pas en train de faire un cours sur la publicité. Mais voilà, l'idée, c'est de faire toujours des split tests, de faire des AB tests. Quand par exemple, vous créez une page,
faire un A/B test sur les pages. Il y a 50% du trafic qui va arriver sur une page, 50% qui va arriver sur l'autre. Et on va voir quelle est la page qui génère le plus d'ajouts au panier, etc. Pareil, il faut augmenter la valeur perçue. Augmenter la valeur perçue, c'est d'augmenter ce que les gens seraient prêts à payer pour ce produit-là. Waouh! Il y a un bracelet, il y a n'importe quoi, ça a des écouteurs. Si je vous parle de ces écouteurs, je vous parle des AirPods et je vous dis que voilà, mes AirPods, j'ai connecté à ma télé, à mon ordi, à ma voiture, à mon truc, à ma ça, etc., etc. Bah oui, ok, d'accord. Les AirPods, on a l'impression que c'est super cher, mais en fait, ils ont une utilisation qui va bien au-delà de leur prix. Ou par exemple, je vais vous vendre un petit produit qui coûte rien à fabriquer, mais par contre, il est tellement utile ou il est tellement bien fait qu'on a l'impression que c'est un produit de luxe. Il est fait en bois, il est verni, il est ciré, il est ci, il est ça, etc. On a l'impression que c'est un produit de luxe. Et donc, du coup, ça va augmenter sa valeur perçue. Sa valeur réelle, elle est très faible, mais sa valeur perçue, on a l'impression qu'il vaut beaucoup plus cher que ce qu'il ne vaut réellement. OK? Augmenter le panier moyen, les upsells, les downsells, les order bumps, on en a parlé. Et on a parlé aussi des bundles que j'ai pas mis là. Revoir son avatar client et aussi aller chercher sur l'avatar client, c'est clair pour vous, j'espère maintenant. Donc c'est le portrait robot du client, le portrait robot du client type qui va vous acheter. D'accord. Ensuite, les forums, réanalyser le marché, analyser la douleur profonde et quelle est votre promesse. Quelle est votre promesse? Qu'est-ce que vous promettez à vos clients? Ah, mince. Qu'est-ce que vous promettez à vos clients? Pourquoi vos clients vont acheter plutôt ce produit-là plutôt qu'un autre? Ok, donc voilà. Les leviers, c'est surtout ne pas abandonner, hein, parce que c'est un marathon et pas un sprint. Si vous imaginez que vous allez faire vos premiers euros la première semaine, etc., arrêtez tout de suite. C'est un travail qui est très long, même pour des professionnels du e-commerce. À chaque fois qu'on va lancer un nouveau site, qu'on va lancer une nouvelle activité, etc., il faut tout reprendre à zéro. Il faut refaire ses A/B tests, il faut refaire tous ces analytics, etc. Il faut refaire toutes ces pages de vente. Et donc, ça demande un travail monstre. Et surtout, quand on démarre, il faut faire énormément de tests. Parce que imaginez que vous ayez un cadenas, là, comme les cadenas de vélo, là où il y a trois chiffres qu'il faut aligner. Mais imaginez que vous ayez un cadenas de vélo avec 100 chiffres dedans. Donc, il faut chaque jour tourner un chiffre, chaque jour faire quelque chose, chaque jour faire un essai, chaque jour modifier ci, chaque jour modifier ça, etc. Faire des tests, faire des tests, faire des tests. Et un jour, le jour où ça marche, par contre, là, c'est le robinet qui s'ouvre d'un coup. Mais il faut être patient et tous les jours travailler de manière persévérante et régulière. Test, comme le coronavirus. Non. Faites des tests, des tests, des tests. Ok, donc voilà, vous avez bien compris ça. Et formez-vous. La formation est rentable en temps et en énergie. C'est-à-dire que ce que vous allez perdre, par exemple, ou sinon vous déléguez. Soit vous vous formez, soit vous déléguez. Mais en tout cas, s'il y a une nouvelle compétence à acquérir, il faut que vous puissiez l'acquérir rapidement. Si vous ne pouvez pas l'acquérir rapidement, vous, déléguez-la. Déléguez votre pub Facebook, déléguez la création du site, etc., etc. D'accord? Si vous pouvez, ça ne coûte pas forcément très cher. Vous pouvez aller sur 5euros.com et demander des prestations assez rapides. Et surtout, il faut qu'il y ait des résultats, des premiers résultats qui soient assez rapides pour que ça vous motive. Si vous passez déjà un mois à faire votre site, à mettre tel bouton ici, tel machin ici, et vous avez envoyé zéro publicité dessus, mais déjà ça vous fatigue avant l'heure. Vous avez passé un mois à faire un site, le site il a rapporté zéro, etc. Donc voilà. Donc là, ça fait déjà plus de 2 heures qu'on est en ligne. On arrive à la fin. Et donc, on arrive là où vous pouvez me retrouver si vous avez envie d'aller plus loin. Bougez pas, je regarde juste les questions. Donc, les questions. Voilà, le dropshipping, c'est beaucoup de travail et plus facile de vendre du vent à des gens. Il faut plus facile de vendre, il faut pas que les frères et sœurs tombent dans ces pièges. Rentable, des formations, je pense, oui, effectivement. En fait, il n'y a pas de règle sur la rentabilité. Ce qui fait la rentabilité, c'est le back-end, c'est la lifetime value. Si vous vendez bien, c'est pas il y en a un qui est plus rentable que l'autre, oui, le dropshipping, c'est plus rentable que d'acheter des produits et de les stocker chez soi, etc. Il n'y a pas un qui est plus rentable. Ça devient rentable en fonction de votre modèle. D'accord?
Si vous achetez en gros et que vous achetez chez vous et que vous délivrez chez vous et que ben, vous garantissez une livraison à vélo dans Paris avant midi, ben, il vaut mieux que vous ayez vos produits chez vous. Il y a des personnes qui sont sur ce modèle-là et c'est ultra rentable pour eux parce qu'ils vont aller cibler une clientèle ultra sélecte et ils vont pouvoir vendre à des personnes qui sont très intéressées. Et donc, du coup, vous allez augmenter votre valeur perçue, etc. Donc, le dropshipping n'est pas rentable dans ce cas-là. La formation, elle n'est pas rentable dans un autre cas. Etc. En fait, il n'y a pas de cas de rentabilité plus qu'un autre. C'est vous qui faites la rentabilité de votre business sur la manière dont vous le travaillez. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, attendez, je vois qu'il y a des nouvelles questions qui sont arrivées, des dernières. Est-ce qu'on peut vendre notre propre marque en dropshipping? Oui, vous pouvez vendre votre propre marque en faisant appel à des agents ou en contactant directement les fournisseurs directement sur Alibaba, d'accord, ou même sur AliExpress, mais plutôt sur Alibaba. Et vous pouvez vendre des produits soit en marque blanche, soit leur demander de mettre votre logo dessus, mais ils vont vous demander d'avoir un certain volume de vente avant. Et ils vont pas vous faire votre marque pour 10 ou 100 ventes, hein, ça c'est clair. Donc, il faut que vous ayez déjà vendu soit en marque blanche, soit directement via AliExpress ou autre avant. Et une fois que vous avez un certain volume de vente, à ce moment-là, eh bien, on pourra, comment ça s'appelle, euh, passer sur notre produit, sur une marque de produit. D'accord? Ou sinon, quand vous avez fait certaines ventes, vous pouvez, avant de mettre un produit en vente, le tester déjà sur un autre site et après le ramener brandé avec votre marque sur votre site. Ça marche très bien aussi. Est-ce que vous savez si au niveau des règles du commerce en islam, fait de vendre alors qu'on n'a pas le produit illicite? Je ne me prononcerai pas. J'ai mon avis, mais je ne me prononcerai pas. Il faut demander ça à des personnes compétentes. Je pourrais donner qu'un avis et mon avis ne fait pas la règle. Voilà. Le site HTTP pour intégrer hop, un certificat pour avoir le petit cadenas. Oui, voilà, oui, ça. Alors, là, pareil, là, les sites en HTTP, il faut les mettre en HTTPS, hein, ça c'est vrai. Là, vous voyez, le site là, il n'est pas en HTTP, il faut que je le passe en HTTPS. Donc voilà. Où est-ce que vous pouvez me retrouver? Sur le site formationvitale.com. Je vais vous donner tout de suite le lien. Alors attendez, hop, et ça c'est pour aller plus loin. Donc, vous pouvez me suivre si vous voulez sur Insta. Je vais vous mettre le lien sur Insta. Comment on fait pour copier ça? Copier le lien. Hop. Je ne fais pas encore de vidéo, mais to all patentistes. Hop. Là, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et je vais vous donner l'email où vous pouvez envoyer. Ça, c'est la chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous hein, sur Insta et sur YouTube. Et ensuite, vous m'envoyez des messages. Vous m'envoyez des messages. Vous avez bien reçu là? Vous cliquez dessus hein, directement après quand vous avez terminé ou vous les gardez en copier-coller. Ou sinon, je verrai pour vous les envoyer directement par mail à tous. Donc la chaîne Insta, le Insta, la chaîne YouTube, et vous me dites ce qui vous intéresserait comme formation ou comme information. Et là, j'ai préparé une petite page de vente. Si vous souhaitez, si vous êtes intéressé par une formation plus complète en e-commerce et qu'on rentre vraiment dans le détail, du pas à pas, avec de l'accompagnement pas à pas, jusqu'à ce que vous fassiez vos premières ventes, et ben à ce moment-là, c'est sur cette page-là qu'il faut aller et vous allez voir que vous aurez une page de vente où vous pourrez acheter une formation. En tout cas, si vous voulez me rejoindre, ne serait-ce que par mail, vous pouvez et vous allez avoir sur le site, vous aurez allez sur le site programme la formation vitale et vous aurez l'email sur lequel vous pouvez me solliciter. C'est très simple. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions avant qu'on termine? Non? Plus de questions? Eh bien, très bien.
Parfait, parfait. Ben, écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous dis bravo parce qu'on a quasiment tous les participants qui sont restés jusqu'au bout. Merci CM, merci à tous, ceux qui disent merci. C'était très intéressant, merci à vous. Ok, ben, n'hésitez pas, en tout cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Venez follower sur Insta. Et si vous voulez aller vraiment plus loin avec une vraie formation, et non pas de l'information qui va vous accompagner pas à pas,